Bien, mes chers collègues, on va reprendre cette journée marathon. On examine aujourd'hui le projet de loi spéciale prévu par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, adopté en Conseil des ministres hier et pour lequel nous avons déjà auditionné les ministres Antoine Armand et Laurent Saint-Martin hier après-midi, et qui ont du coup donné l'occasion de DG. Ce projet est inscrit à l'ordre du jour de la séance publique lundi prochain, 16 décembre, à 16 h. Le délai de dépôt des amendements pour la séance publique a été fixé ce samedi 14 décembre à 13 h. Je vous rappelle que même si son intitulé ne comporte pas les mots « loi de finances », il s'agit bien des catégories de loi de finances prévues par la LOLF. Comme le relevait le Conseil constitutionnel dans sa décision numéro 79-111 DC du 30 décembre 1979, un tel texte constitue un élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances de l'année. L'emploi par l'article 45 de la loi organique des termes « autorisés à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année » permet également de définir en creux tout ce qu'un tel projet ne peut pas faire. Comme il est question des seuls impôts existants, un tel projet ne saurait inclure des dispositions créant un nouvel impôt. Comme il est question de continuer à percevoir, un tel projet ne saurait proposer des réformes des impôts existants. Pour effectuer le contrôle de recevabilité des amendements déposés sur ce projet, j'ai pris en compte ce cadre organique particulier. Il est vrai qu'en décembre 1979, lors de l'examen par le Parlement du seul projet de loi spécial de ce type qui a été déposé et examiné jusqu'à présent, certains des amendements discutés proposaient la création de nouveaux impôts et d'autres amendements discutés proposaient des modifications substantielles des caractéristiques d'imposition existantes. Ce précédent doit toutefois être considéré avec beaucoup de circonspection. En effet, avait également été discuté à cette occasion des amendements induisant des diminutions de recettes publiques non gagées et donc manifestement irrecevables, ce qui fait douter de l'effectivité de leur examen au titre de la recevabilité financière. En tout état de cause, aucun amendement n'ayant été adopté lors de l'examen, le Conseil constitutionnel saisi du projet de loi adopté n'avait eu l'occasion de juger si les dispositions proposées par les parlementaires auraient eu ou pas leur place dans un tel texte. En outre, il peut être tiré argument de la rédaction de l'article 45 de la LOLF que si cet article prévoit que le projet de loi spécial constitue une sorte d'alternative à l'examen de la seule première partie du projet de loi de finances initiale avant la fin de l'année, cette option peut être activée plus tardivement, jusqu'au 19 décembre, alors que la demande d'un vote distinct de la première partie doit intervenir avant le 11 décembre. Cela plaide donc pour considérer que le projet de loi spécial est une voie étroite qui ne saurait être une façon détournée d'avoir des débats de première partie du projet de loi de finances. Il ne saurait y être question d'autre chose que d'assurer la continuité fiscale et budgétaire pour un temps limité. L'avis rendu ce lundi 9 décembre 2024 par le Conseil d'État sur les questions d'interprétation de l'article 45 de la LOLF qui lui était posé par le gouvernement va dans ce sens. J'ai considéré que, dans la mesure où l'avis du Conseil d'État relevait que l'autorisation de continuer à percevoir les impôts doit être, je cite, doit être regardée comme emportant également la recondition des prélèvements sur recettes, le fait de proposer par amendement d'expliciter le montant des PSR ainsi reconduits était possible. Il convenait toutefois que les montants de PSR proposés par amendement n'excèdent pas, pour les PSR relatifs aux collectivités, ceux qui avaient été fixés pour l'exercice précédent, en l'espèce 2024. Il convenait également que les montants soient ainsi déterminés uniquement jusqu'au vote de la loi de finances pour 2025, et ce, de façon explicite dans le texte. C'est la raison pour laquelle seul un amendement relatif au montant du prélèvement sur les recettes de l'Union européenne avait été déclaré recevable. De même, pour les amendements proposant de préciser le montant des plafonds d'emprunt de la COS, de la CNRCL et des caisses du personnel ferroviaire et des mines, j'ai considéré que dans la mesure où les ministres avaient expliqué hier que l'absence de détermination dans l'article 3 d'un plafond d'emprunt offrait la possibilité de continuer à contracter des emprunts pour assurer la continuité du financement, le fait de préciser un tel plafond n'était pas irrecevable dès lors qu'il était bien mentionné que ce plafond était applicable jusqu'au vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et ce, de façon explicite. Par ailleurs, sur la question des amendements concernant l'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu, j'ai privilégié une lecture différente de celle préconisée par le Conseil d'État dans son avis. Le projet de loi spécial a un objet conservatoire. Il s'agit de permettre qu'un cadre fiscal inchangé par rapport à celui qui existait en fin d'année soit maintenu en début d'année suivante pour permettre de discuter, lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année qui interviendrait qu'en début d'exercice,
dans des conditions identiques à celles qui préexistaient lors de l'automne précédent. J'ai considéré que des amendements proposant d'actualiser le barème de l'impôt sur le revenu dans les limites de l'indexation sur l'inflation qui est proposée chaque année en loi de finances respectaient cette exigence de prolongation du cadre fiscal existant en 2024, car il ne s'agit pas tant d'introduire des règles fiscales nouvelles que d'assurer des conditions d'imposition économiquement identiques à celles qui s'appliquaient en 2024, autrement dit qui permettent de garder le même périmètre des personnes assujetties ou pas à l'impôt. La comparaison avec l'articulation entre le projet de loi spéciale et les impositions locales me semble renforcer le caractère justifié de cette approche de la recevabilité des amendements relatifs au barème. En effet, du seul fait que le dernier alinéa de l'article 15-18 bis du Code général des impôts prévoit depuis 2018 une revalorisation annuelle des valeurs locatives cadastrales en fonction de la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH, établi par l'INSEE entre novembre de l'année N-2 et novembre de l'année N-1, l'adoption de l'article 1er du projet de loi spécial garantira, sans autre précision introduite dans le texte, que les valeurs locatives cadastrales seront effectivement revalorisées en 2025 pour la perception des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des autres taxes assises sur les valeurs locatives cadastrales. J'ai donc considéré que, de même que la revalorisation des valeurs locatives cadastrales est permise par le projet de loi spécial, il convient de permettre que ce projet de loi spécial puisse garantir la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Pour autant, tous les amendements relatifs au barème de l'impôt sur le revenu n'étaient pas recevables. Certains d'entre eux n'étaient pas gagés et méconnaissaient ainsi les règles habituelles de recevabilité financière. Certains étaient bien gagés et proposaient un barème indexé sur l'inflation, mais ils oubliaient de préciser que la modification proposée n'était applicable que jusqu'à la loi de finances pour 2025. Il s'agit d'une précision qui figure de façon systématique dans les articles du projet de loi spécial et qui est cohérente avec l'article 45 de la LOLF. Elle permet juridiquement de garantir que la première partie de la loi de finances pour 2025 ne sera pas bloquée par ce qui serait voté en loi spéciale. Aucun contribuable ne pourrait contester le fait que la loi de finances pour 2025 peut faire évoluer les choses par rapport à ce que nous allons voter. Il est évident que les auteurs des amendements, j'ai prévenu un d'entre eux qui avait omis cette précision, pourront évidemment le rectifier pour la séance. En revanche, de façon plus générale, les amendements qui proposaient des modifications substantielles de règles fiscales, que ce soit sur l'exonération de taxes foncières, les droits de mutation à titre gratuit, le régime de taxation du GNR pour les travaux agricoles, n'étaient pas recevables. Je me permets d'ajouter que pour toutes ces mesures fiscales, et c'est ce que j'ai hier, il est tout à fait loisible de proposer des réformes non seulement en première partie du projet de loi de finances, mais également dans un projet de loi simple ou une proposition de loi, et qu'il serait donc tout à fait possible d'en débattre en début d'année prochaine si de tels textes étaient déposés et inscrits à l'ordre du jour de notre Assemblée rapidement, indépendamment de la question de savoir selon quel calendrier le projet de loi de finances pour 2025 pourra être examiné et adopté. C'est ce qui m'a valu hier de faire un communiqué de presse suite d'ailleurs à notre réunion, puisque plusieurs sujets ont été évoqués par les ministres démissionnaires comme posant problème si on devait attendre un PLF de par leur aspect nécessitant une mise en place rapide. Et j'ai donc rappelé que, par exemple, pour le crédit impôt congé des agriculteurs, l'extension du PTZ, le crédit d'impôt collection, c'est-à-dire des mesures qui avaient été adoptées quasiment unanimement dans les deux chambres, il est tout à fait possible, et j'écrirai en ce sens au Premier ministre, que dès le 13 janvier, on les mette en forme de PJL, voire même de PPL, avec l'accord du gouvernement, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, de façon à les adopter de manière rapide, ce qui évitera les problèmes qui ont été soulignés hier par les deux ministres. C'est juridiquement tout à fait possible et, à mon avis, politiquement souhaitable. C'est le Premier ministre qui décidera évidemment de cette question. Enfin, de façon classique, les amendements relatifs aux conditions d'utilisation des tickets restaurants proposaient des dispositions qui n'auraient en tout état de cause pas eu leur place en loi de finances. Ils étaient donc également irrecevables. Mais sur cette question, encore, une proposition de loi, c'était pas dans le PLF pour mémoire, et une proposition de loi a été adoptée par notre Assemblée, transmise au Sénat, qui l'a déjà examinée en commission. Il ne reste donc plus que l'étape de l'examen en séance publique au Sénat. Et, sauf erreur de ma part, en conférence des présidents le mardi, la présidente de l'Assemblée a noté qu'elle allait s'adresser à son homologue du Sénat pour que cette disposition soit mise le plus rapidement possible à l'ordre du jour du Sénat. Je vais tout de suite donner la parole au rapporteur général. On va laisser le rapporteur. Mes chers collègues, dans cette introduction, je serai bref.
je voudrais rappeler à tous les collègues que cette loi spéciale est extrêmement encadrée, puisque l'article 45 de la loi organique vise uniquement l'autorisation de continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Point. Sur la base, bien entendu, de l'état du droit 2024. Voilà. Donc, il me semble que tous les amendements qui ont été déposés, puisqu'il y en a eu 37, notre président en a déclaré irrecevable l'essentiel, puisqu'il n'en reste plus que 9, voilà, dont l'impôt sur le revenu. On en parlera tout à l'heure. Hein, ça me paraît constitutionnellement contraire. D'ailleurs, pourquoi retenir l'IR, le barème de l'IR, et pas l'actualisation du barème, par exemple, des droits de mutation à titre gratuit, ou en matière de TVA, les seuils qui ne sont pas indexés par la loi. Si la loi avait prévu que le barème de l'impôt sur le revenu était indexé sur l'inflation, le problème ne se poserait pas. Hein, mais traditionnellement, on le fait chaque année dans la loi de finances. Voilà ce que je voulais vous dire. Et que le Conseil d'État, dans son avis, d'ailleurs confirme cette analyse de bon sens, c'est que la finalité de la loi spéciale est de permettre, je cite, qu'interviennent en temps utile, c'est-à-dire avant le début de l'exercice budgétaire à venir, les seules mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale dans l'attente de l'adoption de la loi de finances initiale de l'année. Voilà. Donc tout est dit. Alors le problème, tant sur les dépenses que sur les recettes, c'est comment on applique ce principe. Alors, je vous rappelle que sur les dépenses, c'est très simple, c'est ce qu'on appelait autrefois les services votés, qui n'existent plus hein, dans la loi organique. Donc, ça sera au gouvernement d'apprécier quels sont les plafonds. Le ministre nous a confirmé lors de l'audition hier que dans la limite des montants par programme, par mission et par programme, donc ils sortiront ça par décret, et que toutes les mesures nouvelles sont écartées. Les mesures nouvelles qui étaient prévues dans le projet de loi de finances pour 2025, elles sont écartées. Et que c'est à eux d'apprécier, dans la limite de ces plafonds 2024, jusqu'où on va, puisqu'on n'a plus la distinction mesures nouvelles, services votés. Bon, c'est uniquement les services votés. Et pour la recette, alors il y a quelques débats, hein, je vous le dis tout de suite, sur les PSR, il y a deux PSR, il y a le PSR collectivité locale, qui, lui, est limitatif. Et donc, c'est couvert par l'article 1er, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, d'ailleurs, d'amender, mais c'est sur la base de 2024. Donc, là encore, des mesures nouvelles à la hausse, ou à la baisse, d'ailleurs, parfois c'est à la baisse, ne sont pas intégrées. C'est 2024. Par contre, sur le PSR Union européenne, puisqu'on a eu plusieurs amendements là-dessus, c'est différent, puisque je vous rappelle que le PSR Union européenne est évaluatif. Donc, à la limite, qu'on mette 23, 22 ou 24 milliards, ça ne change rien, c'est un engagement international, comme c'est évaluatif, voilà. Donc, on en discutera parce qu'il y a un amendement là-dessus. Mais les deux PSR ne sont pas de même nature. Voilà quelques considérations avant que nous attaquions les amendements. Bien, je vous réponds, je vais donner la parole, j'ai vu Jean-René Cadom. Je réponds juste à deux choses. Il peut arriver qu'on ne soit pas en accord sur le rapporteur général, et notamment sur l'idée qu'il y aurait d'autres impôts qui, de manière systématique, en réalité, sont réévalués. Vous avez cité la DMTO, ce n'est pas le cas, ce n'est pas réévalué de manière systématique et pas chaque année, et pas plus que la TVA. Hier, il avait été question de la CVE, ce n'est pas non plus le cas. Les impôts qui sont réévalués de manière systématique, en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une automaticité de leur réévaluation, ce qui n'est pas le cas pour l'IR, et ce qui pose, en l'espèce par rapport à la loi spéciale, si on considère que l'impôt existant doit concerner le périmètre des contribuables, ce qui pose un problème que la raison pour laquelle j'estime nécessaire de le corriger, j'estime être dans l'esprit, dans la règle constitutionnelle par rapport à une loi spéciale, où chacun conviendra en plus qu'il est très difficile d'établir des jurisprudences ou des usages, vu que cette loi n'a servi qu'une seule fois. Donc j'entends votre interprétation, ce n'est pas la mienne, et c'est la raison pour laquelle j'ai déclaré recevable
ces amendements. Jean-René Cazeneuve, ou enfin un des deux, quoi. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on avait une question préalable sur les questions de recevabilité. Évidemment, elle ne porte pas sur le fond. Chacun sait qu'on est favorable à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et d'ailleurs, chacun sait que ça aura lieu bien avant qu'il y ait des conséquences pour les Français, c'est-à-dire au mois de septembre prochain. La question se pose uniquement de savoir quel véhicule on emprunte pour ce faire, entre le PLF et le projet de loi spéciale. Et là, moi, j'ai un problème avec l'argument que vous évoquez, Monsieur le Président, parce que vous dites chaque année, on indexe le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Mais d'abord, chaque année, ce n'est pas proposé, ce n'est pas soutenu. Et d'ailleurs, on avait eu le débat dans le projet de loi de finances pour 2025. Nous, on avait voté pour l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Ça n'avait pas été le cas du groupe La France Insoumise. Et je ne leur en fais pas reproche ici. C'est une position politique, mais ça montre bien qu'il y a un débat chaque année au sein de la loi de finances. Et par ailleurs, chaque année, ce n'est pas voté. En 2012, en 2013, le barème de l'impôt sur le revenu n'avait pas été indexé sur l'inflation. Et c'est exactement l'argument qui fonde la décision, en tout cas l'indication très claire du Conseil d'État. Donc j'ai du mal à comprendre l'argument que vous évoquez pour vous distinguer de l'avis du Conseil d'État. Je vais vous donner la parole. Je vous réponds tout de suite, David Amiel. Je n'ai pas invoqué le fait qu'il y a une automaticité dans les projets de loi de finances de l'indexation à l'inflation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le projet de loi qui nous est proposé est l'impôt existant en 2024. Et l'impôt existant en 2024 au niveau de l'impôt sur le revenu, pour moi, je le lis à travers quel périmètre de contribuable il touche. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça ne pouvait pas se poser, par exemple, pour la question de la taxe foncière, parce que justement, là, il y a automaticité. Donc, on ne peut pas se poser cette question. À partir du moment où l'impôt existant est 2024, il n'est pas je ne sais quelle année, en 2024, j'estime que pour faire en sorte que l'IR soit un impôt qui touche le même périmètre de contribuable assujetti ou pas, il est nécessaire d'avoir ce correctif de façon à ce que, justement, il soit existant de manière identique pour ceux qui payent cet impôt. Et j'ai répondu tout à l'heure à Charles de Courson pourquoi ça ne se posait pas pour d'autres impôts, parce que d'autres impôts, il n'y a pas, j'allais dire, un tel correctif qui est fait de manière chaque année, révisé de manière chaque année. C'est révisé sur des séquences qui sont différentes. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça ne s'appliquerait pas à la prolongation de crédit d'impôt, par exemple, sur l'assiette 2024 ? S'il y avait des amendements déposés, on verrait Mais, serait jugé. Alors, sur le crédit d'impôt, il n'y a eu aucun amendement déposé. Comment ça ? Ben non, excusez-moi. Je n'ai pas eu à juger ce que vous dites, je n'ai pas eu le juger. Il n'y a pas eu des propositions sur les crédits d'impôt. Que je sache. Hein. Voilà. Non, je vous redonne la parole. Jean-René Cazeneuve. Oui, moi, Monsieur le Président, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je suis absolument choqué par votre comportement. Choqué par votre comportement. Nous faisons la loi, évidemment, et nous pouvons parfaitement décider de changer la Constitution. Nous pouvons parfaitement décider de changer la LOLF. Mais nous avons l'impérieuse nécessité de respecter la loi et d'être absolument exemplaires par rapport à ça. Donc moi, je suis choqué que vous soyez jugé parti sur cet amendement. Vous allez, coup de boutoir après coup de boutoir, vous ne respectez pas la Constitution. Vous l'avez fait à plusieurs reprises sur l'article 40, pas tous les jours, mais déjà de manière évidente à 2 reprises sur la PPL-EDF et sur les retraites. Et là, vous le faites sur cette loi. Donc moi, je suis choqué. Je n'ai pas d'autre mot que celui-là. D'autant plus que ça a été dit par un certain nombre de gens ici, pourquoi cet impôt et pas les autres ? Que vont penser les agriculteurs aujourd'hui, dont le crédit d'impôt HVE, par exemple, va disparaître à partir du 1er janvier ? Pourquoi ne pas prendre tous les crédits d'impôt ? Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens, cette dissymétrie n'a pas de chance. Ensuite, redire que il n'y a pas d'urgence, si ce n'est pour vous de faire de la petite politique, parce que de toute façon, nous n'aurons aucun problème à remettre cette mesure que nous poussons, que nous défendons, qui était dans le budget initial. Nous n'aurons aucune difficulté à remettre cette mesure dans le budget qui sera voté par l'Assemblée nationale en début d'année prochaine et qui ne posera aucun problème de rétroactivité ou d'effet, puisque de toute façon le solde de l'impôt sur le revenu se fait au mois de septembre. Donc on voit bien, Monsieur le Président, que vous ne respectez pas la Constitution, que vous violez la Constitution, et je pèse mes mots, et je trouve ça extrêmement grave, parce que vous êtes
président de la Commission des finances et que nous respectons cette fonction, nous respectons tous cette fonction, elle est de droit à un député de l'opposition, ça n'est pas un prétexte pour qu'il en abuse. Bien, Jean-René Cazeneuve, vous êtes à l'image du tweet que vous avez fait sur Cessuire. J'avais noté que vous n'étiez plus rapporteur général, je n'avais pas encore noté que vous étiez président du Conseil constitutionnel. J'ai dû rater un épisode, mais si, je vous réponds à peu près sur le ton où vous avez engagé cette polémique qui vous permet de juger de manière quasiment scientifique ce qui est constitutionnel ou pas, d'accord? Donc, vous dites, une première chose, c'est... vous reliez cette décision avec d'autres décisions passées en disant ce n'est pas nouveau. Dans toutes les autres décisions passées, je suis désolé, il y avait des arguments, y compris qui ont partagé dans les débats les constitutionnalistes sur ce que j'ai avancé, notamment sur les propositions de loi où l'usage, je ne vais pas revenir là-dessus, faisait que de telles propositions de loi gagées étaient acceptées au nom de l'initiative parlementaire. Vous n'avez pas cet avis, mais ça ne vous donne pas le droit de penser que votre avis définitif là-dessus. Deuxièmement, vous me dites, je suis juge et parti. Mais là, je ne comprends pas très bien, parce que comme l'a dit David Amiel, la question ici n'est pas une question que nous tranchons sur le fond. Nous souhaitons tous que l'an prochain, cet impôt soit indexé. Elle est une question d'abord de faire en sorte de sécuriser le dispositif. Peut-être aussi, pourquoi pas sur un dispositif dont peut-être on aura à se servir à l'avenir, au-delà du premier trimestre qui a été le délai qu'hier les ministres ont donné comme, j'allais dire, dangerosité par rapport à la transformation d'un barème si ce n'était pas voté, et que donc il me semble que c'est bien que, quelque part, on essaye de faire jurisprudence là-dessus sur des problématiques que j'ai posées. Donc la question n'est pas juge et parti. Je ne fais pas ça pour souhaiter une situation qu'apparemment vous souhaitez aussi, si j'ai bien compris, puisque là, je ne fais pas un jour de penser qu'il ne faut pas l'indexation des barèmes. La seule différence, c'est que vous comme moi, et c'est bien maintenant de le dire, parce que j'avais entendu à certainement d'autres discours, nous pensons qu'en réalité, il ne faut pas inquiéter les Français avec ça, parce que la loi de finances sera votée rapidement et permettra que le barème appliqué pour 2025 soit celui de la loi de finances. Je suis très content que là-dessus, tout le monde soit d'accord sur cet élément. Non, ça n'a pas toujours été le cas dans les débats avec le gouvernement, sur l'idée que 300 000 personnes allaient sortir de l'impôt. Et je crois qu'on a été plusieurs ici à être confrontés à cette information sur les médias. Donc j'en parle en connaissance de cause. Je constate je constate de manière satisfaisante que tout le monde se range là-dessus. Maintenant, il reste le fait de sécuriser. D'abord parce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une problématique en termes de délai. Et pour l'avenir, la question. Je pose donc une question de fond. Je regrette une fois de plus, Jean-René Cazeneuve, que pour me répondre, David Amiel m'a répondu sur une question précise. J'ai essayé de lui répondre, peut-être pas d'accord. Je regrette que vous le fassiez avec je ne sais quelle autorité qui déciderait de ne même pas expliquer pourquoi mes arguments ne vous semblent pas bons par rapport à ceux que j'avance sur la question du périmètre. Mais c'est assez traditionnel pour, en réalité, profiter du moindre occasion pour remettre en question la légitimité du président de la Commission des finances. Chez vous, ça devient une variable, et je suis un peu désolé qu'on ait ce genre de rapport. Madame Goulet. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur le fond. Comme a dit mon collègue, il n'y a pas de réindexation automatique chaque année, puisque effectivement, une fois sous la droite en 2012, une fois sous la gauche en 2013, il n'y a pas eu cette revalorisation. Donc pour moi, ces notions de revalorisation doivent bien être discutées en projet de loi de finances, et donc elle n'a pas sa place ici. Vous parlez de notion de périmètre, Monsieur le Président. Mais vous savez très bien que ce périmètre évolue d'année en année, puisque certaines personnes sortent de l'impôt sur le revenu, d'autres rentrent en fonction de leurs revenus. Donc cette notion de périmètre n'est pour moi pas réelle, puisque ce périmètre évoluant, et dans ce cas-là, effectivement, pourquoi ne pas aller sur les crédits d'impôt, puisqu'il y a aussi la même notion de périmètre sur les crédits d'impôt. Donc pour moi, c'est une vraie problématique. Ensuite, ce qui me gêne également, c'est qu'on n'a pas du tout d'impératif à le faire maintenant. Vous le savez très bien, si on a cette revalorisation qui est faite dans un texte en janvier ou février, il sera applicable pour les impôts. Donc on prend le risque de rendre la fiabilité juridique de ce texte amoindrie parce qu'on veut faire un petit coup politique, parce qu'on se rend compte de ce que fait la dissolution, la censure quelques jours après. Et on le voit bien d'ailleurs avec l'histoire de bricolage sur les crédits d'impôt que vous voulez faire à mi-janvier. Enfin, Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, je suis très embêtée car vous êtes le garant de l'application de la LOLF. Or, la LOLF est très claire. La loi spéciale l'autorise à continuer
continuer à percevoir les impôts existants. Donc on ne doit pas toucher et on doit s'arrêter sur les impôts d'ici. Et donc pour conclure et faire une proposition, Monsieur le Président, j'aimerais que vous rédigiez une doctrine écrite de votre application de l'article 40, car depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, nous nous rendons compte que c'est à géométrie variable, en fonction notamment de qui pose les amendements ou les PPL. Donc c'est dans votre droit, et je vous le demande, d'écrire cette doctrine pour qu'on sache dans les mois à venir à quoi s'en tenir et de pouvoir effectivement peut-être poser des amendements sur les crédits d'impôt si tout peut passer d'ici la semaine prochaine. Je vous remercie. Madame Goulet, ce que vous dites est totalement faux. Ah non, vous me donnerez une seule preuve de la variabilité de mes décisions, une seule. Et ben vous me l'amènerez. Ah ben, il n'y a eu aucune, il n'y a eu absolument pas. Il n'y a eu aucune variabilité. Mais vous inquiétez pas. Et je pense que c'est une insinuation qui, très franchement, m'étonne de votre part. C'est pas une insinuation, justement. Non. Je vois bien le petit jeu qui est en train d'être mené. Que vous pourriez écrire votre doctrine comme ça. Tout à chacun, député de tous les groupes, saurait à quel point ils peuvent faire passer des amendements. Je vois bien ce qui est en train de se passer. Alors, deux petites choses. Figurez-vous, Madame Goulet, que je le répète, je pense que vous placez ça sur l'idée que la censure aurait provoqué une situation où on essaierait de s'en sortir. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Et là, ça montre bien l'argument. Non. Ça montre bien l'argument, à mon avis, qui n'est... D'accord. Ça montre bien l'argument qui n'est pas correct, dans le sens où même avant la motion de censure, quand le sujet avait été évoqué de la loi spéciale, et ici plusieurs personnes sont témoins de ce que ça pouvait provoquer, j'avais dit exactement les deux choses. C'est-à-dire que, d'une part, ce n'aurait pas d'incidence, très certainement parce que ça serait voté vite, et que donc il n'y aurait pas d'incidence, et je continue à le dire, mais que d'autre part, pour le sécuriser, il faudrait réfléchir effectivement à cette question de périmètre. Donc je n'ai pas attendu la motion de censure. Et alors maintenant, Madame Goulet, il y a autre chose. Que vous parliez de bricolage, quand je fais un communiqué de presse qui explique que par rapport à des problèmes concrets posés par les ministres, et je crois qu'apparemment, de ce que j'ai compris, notamment sur les agriculteurs, le PTZ0 était une préoccupation. J'indique qu'il y a une voie législative qui permet de ne pas attendre un projet de loi de finances pour pouvoir les adopter, qui permettrait de régler les questions. Que vous trouviez que c'est un bricolage, alors là, je suis stupéfait. D'accord, c'est du bricolage. Excusez-moi, c'est pas du bricolage. Juridiquement, c'est tout à fait possible de faire un projet de loi. Madame Goulet, c'est peut-être vous qui faites les règles, la loi, tout ça, mais vous pouvez très bien faire un projet de loi ciblé qui permet de ne pas attendre et qui permet de régler la question posée par les ministres. Donc je vais vous dire, je suis même étonné quelque part que vous ne trouviez pas cette idée intéressante, parce que justement, ça permet à la fois, j'allais dire, à chacun de ne pas se retrouver dans ces difficultés. C'est une situation, et je suis très, très curieux que vous le voyez uniquement à travers les lunettes de c'est une manière de bricoler je ne sais quoi. Voilà. Mais bon, c'est votre point de vue. Quelque part, après, chacun, c'est le genre de discussion, les choses se révèlent, c'est un peu dommage. Madame Pires-Beaune. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ramener un peu de sérénité dans nos débats. Je voulais remercier notre collègue David Amiel pour les propos qu'il a tenus sur la non-indexation du barème, et notamment parce que ça n'emportera pas de conséquences attendues dès le mois de janvier. Et il a raison. Ce n'était pas toutefois le discours anxiogène qu'avaient tenu certains avant la censure. On est d'accord aujourd'hui pour tous le dire, tant mieux. Deuxièmement, sur l'indexation du barème, notre collègue Amiel indique que la seule fois où il n'y a pas eu d'indexation, c'était en 2012 pour le budget 2013, donc sous la mandature François Hollande. C'est faux. Ces 50 dernières années, il y a eu une autre fois où il n'y a pas eu d'indexation sous Sarkozy, et surtout, vous avez dit 2012-2013, donc voilà. Et il aurait fallu rajouter, si on veut être honnête, qu'en 2013, nous avons relevé la décote. Pourquoi? Parce que justement, c'était pour préserver les contribuables les plus modestes. Donc, il y a deux façons d'agir. Il y a la décote et il y a l'indexation. Et nous avions bien, et je le dis aussi à notre collègue Perrine Goulet, nous avions bien actionné le mécanisme de la décote. Madame Louwagie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux tout d'abord rappeler que du côté des députés de la droite républicaine, nous sommes bien entendu favorables à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, mais ça méritait d'être redit, et je vais essayer également de contribuer à mettre un petit peu de calme. Au demeurant, ce qu'a précisé le rapporteur général, je pense peut être repris. Cette loi spéciale, elle est extrêmement encadrée.
Et d'ailleurs, l'avis du Conseil d'État est extrêmement clair, est extrêmement précis. Il dit tout simplement qu'une telle mesure qui consisterait à indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation n'a pas sa place en loi spéciale puisqu'elle constitue une modification finalement de nature politique qui affecte des règles de détermination de l'impôt. Et je crois qu'à un moment donné, il nous faut être en conformité avec nos institutions et finalement de présenter de tels amendements, de les déclarer recevables, éventuellement de les voter, ça porte, selon moi, un nouveau coup pour affaiblir nos institutions. Et adopter de tels amendements contribuerait à engager des dispositions inconstitutionnelles qui participent à affaiblir nos institutions. Après, je voudrais revenir sur un argument que vous avez développé, Monsieur le Président, en faisant une analogie avec ce qui se passe au niveau de la révision des valeurs locatives, qui est une révision automatique, parce qu'elle a été prévue par nous-mêmes en qualité de députés. Nous l'avons voulu, nous l'avons inscrit dans la loi. En revanche, nous avons voulu de ne pas inscrire dans la loi une indexation automatique du barème de l'impôt sur le revenu, sinon nous l'aurions fait. Et d'ailleurs, je remarque, je ne crois pas qu'il y ait eu des amendements portés par un certain nombre d'entre nous d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Enfin, je ne me souviens pas en avoir vu, en tout cas. Voilà. Donc, il y a eu une volonté très claire de notre part d'établir une différence. Et aujourd'hui, finalement, contrevenir de cette manière par une disposition, on va dire, anticonstitutionnelle, c'est aller contre ce que nous avons décidé, et c'est particulièrement choquant. Alors, j'entends ce qui est dit, et vous indiquiez, Monsieur le Président, en réponse à, je ne sais plus lequel de notre collègue, que ça n'était pas forcément reconnaître ici les impacts négatifs et les conséquences majeures pour les Français de la censure. Mais oui, nous vivons aujourd'hui, et ces amendements participent à démontrer qu'effectivement, la censure qui a conduit à une absence de budget conduit aujourd'hui à des effets qui vont être constatés pour les Français. Et j'entends ce que vous indiquez également de proposer un texte en début d'année. Et quand vous indiquez ça, c'est que vous avez des doutes ou une inquiétude sur le délai qui va exister pour un nouveau texte financier. Et c'est vrai que je partage, parce que l'examen d'un texte budgétaire, c'est 3 mois. Voilà, on a à peu près les habitudes, on aura PLF et PLFSS. Donc si on remet dans une situation traditionnelle, c'est peut-être pas avant début avril. Mais au demeurant, il y a des tas d'éléments qui concernent les Français. Donc ça serait aussi à un moment donné discriminatoire, mais probablement d'apporter une réponse avec certains éléments, mais pourquoi pas les autres, quoi. Et je terminerai juste par une question, Monsieur le Président, si vous pouviez nous dire si les amendements qui éventuellement seront adoptés, est-ce qu'ils seront intégrés dans le texte comme dans un texte non budgétaire, ou est-ce qu'ils ne seront pas intégrés comme dans un texte budgétaire? Vu que c'est une loi spéciale, je préfère que la réponse soit clairement indiquée. Je réponds à plusieurs de vos questions, Véronique Louwagie. Premièrement, je vais commencer par la fin, sur la question de la proposition que j'ai faite hier. J'ai fait cette proposition hier par rapport à des cas très précis dont les ministres ont dit que ça ne pouvait attendre le PLF. Si vous vous souvenez bien, ils ont envisagé 2 cas, le crédit congé et puis le cas le crédit textile. Oui, enfin, il s'appelait impôt collection. Bon, d'accord. Non, je vous réponds. Attendez, mais laissez-moi vous répondre. Je vous réponds. Ils ont cité des cas, en réalité, de mesures qui avaient été adoptées quasiment dans les 2 chambres. Et disant que sur ces cas-là, le fait d'attendre plusieurs semaines sur la loi de finances pouvait mettre en danger le dispositif. Moi, à partir de là, et non pas parce que comment dire, éviter le débat sur la censure, ou alors je vais croire que les personnes qui l'évoquent comme ça, finalement, ont envie de faire un débat sur les risques du fait de la censure. À partir de là, dès lors qu'il y a une voie juridique, la seule chose que je permets, et je n'aurai pas la possibilité, moi, de le décider, il faut que le Premier ministre le veuille, je dis simplement qu'il y a une voie qui est peut-être possible, qui est le fait qu'on les passe dans des projets de loi anticipés, de manière rapide, qui ont fait l'accord dans les 2 chambres, donc ça pourrait aller vite. C'est tout. Après, il peut y avoir d'autres sujets, vous avez raison. Peut-être, moi, je suis preneur de peut-être d'autres cas qui vont poser les mêmes problèmes, notamment dans le cas des crédits d'impôt. Je dis qu'il y a cette voie possible.
qui permettrait d'éviter, moi je pense aux gens qui sont touchés par cette question, le problème, et je ne pense pas, si vous voulez, à une quelconque justification de la censure. Je vous réponds sur la réponse. Bon. Ensuite, sur les autres cas que vous avez posés, encore une fois, moi j'aimerais qu'on réponde, vous dites c'est anticonstitutionnel. Bon. Alors déjà, une première chose, c'est que, et je le dis parce que j'ai eu cet écho, je ne fais pas cet amendement, à l'inverse, j'entends le discours qui est le président de la Commission des finances fait cet amendement parce qu'en réalité, il est gêné par la motion de censure et il voudrait anticiper. Ce n'est pas le cas. Mais moi, je ne fais pas à l'inverse cet amendement pour mettre en difficulté des collègues ou des groupes qui estimeraient que c'est anticonstitutionnel et qui, de ce fait-là, parce qu'ils estiment que c'est nécessaire, recourraient par exemple au Conseil constitutionnel. Je le dis à l'avance. Je n'ai aucune envie de culpabiliser. Je pense qu'il est recevable d'un point de vue de l'esprit par rapport à des choses où il n'y a pas usage, encore une fois, parce que je regarde le périmètre et que impôt existant, pour moi, doit se regarder aussi par rapport au périmètre. C'est un argument. Depuis le début, je n'ai pas entendu, sauf le début, je n'ai pas entendu pour l'instant, peut-être qu'ils vont venir, mais d'arguments qui démolissent ça. Et encore une fois, si je fais le rapport avec la taxe foncière, c'est pas que du coup, la question pourrait se poser si elle n'était pas automatique, mais comme elle est automatique, la question ne se pose pas. Donc je pars... Si... Bon, d'accord. Je pars de cet aspect-là. Bon. Et troisième chose, là, c'est la réponse que je n'ai pas répondu à Mme Perrin-Goulet. Je reviens sur ce qu'ont dit les ministres hier. Non, ça ne mettrait pas en danger tout le texte. Ils ont été extrêmement précis de dire que s'il y a un recours au Conseil constitutionnel, voire même si la présidente de l'Assemblée a un autre avis que le mien, cet article-là, c'est clair. J'entends, c'est clair. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu dans le sujet, c'est qu'il y a eu... Ah bon, pardon. Bon. Parce que, conférence des présidents, de ce qu'on m'a donné comme écho, tous les groupes n'étaient pas sur la position qui est en train d'être maintenant défendue, de façon à montrer que c'était absolument inentendable et que c'était une façon de se défausser de la motion de censure. Il y a donc eu une évolution quand même depuis la conférence des présidents. Je crois que le groupe MoDem a effectivement exprimé des... Si, c'est ce que je dis. Arrêtez, Perrine. Le groupe MoDem l'a fait, mais je n'ai pas l'impression que les autres groupes. Donc il y a une évolution. Chacun a le droit de réfléchir. J'espère juste qu'elle n'est pas liée avec le fait de vouloir à tout prix montrer que la motion de censure, finalement, nous gêne aux entournures, etc., etc. Donc, sur Perrine-Goulet, il a été clairement dit par les ministres hier que s'il y a un recours au Conseil constitutionnel, l'article c'est uniquement ce dispositif qui pourrait être supprimé et qui, du coup, ferait en sorte que la jurisprudence serait établie et non pas un autre. Ça, c'est pour répondre sur la mise en danger de tout le texte à partir de cet amendement. Monsieur... C'est un projet de loi de finances. D'accord. Non, c'est un projet de loi de finances. Pardon, excusez-moi. Monsieur Lecoq. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais pouvoir répondre aussi parce que j'ai l'impression que la panique s'empare de nos collègues macronistes qui, ayant du mal à accepter le fait d'avoir été censurés, décident de brutaliser dans tous les sens nos institutions et de s'en prendre aujourd'hui. Voyez, vous criez immédiatement. C'est à peu près sur le même ton, hein. Gardez votre calme, chers collègues, gardez votre calme. Et je crois qu'on peut avoir des débats de manière apaisée sans que vous vous en preniez au président de la Commission des finances. Je voudrais juste répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que vous nous expliquez aujourd'hui que finalement, il n'y a pas de problème sur l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation, que ça pourrait être fait, etc. Non, mais ça a été dit tout à l'heure et je vais répondre aussi sur le fond après, mais rectifier, parce que c'est pas moi qui ai dit le 14 décembre dernier qu'en cas de vote de la censure, 18 millions de Français verront leur impôt augmenter et 400 000 d'entre eux rentreront dans le barème de l'impôt. D'accord ? C'est Laurent Saint-Martin qui était ministre du Budget. Maintenant, vous dites précisément le contraire. Tant mieux, dont acte, nous sommes d'accord. Mais reconnaissez le fait que vous avez agité des peurs indues et qu'il y a besoin aujourd'hui de sécuriser les choses. Ensuite, pour répondre sur un argument qui a été évoqué tout à l'heure, la comparaison a été faite entre l'indexation de l'impôt sur le revenu et des crédits d'impôt. Mais c'est complètement différent. Lorsque le législateur a décidé sur des crédits d'impôt de fixer une borne temporelle et de dire que certains crédits d'impôt s'arrêteraient à telle date, le fait qu'il s'arrête à telle date, en dépit d'une autre initiative du législateur, est simplement normal.
Qu'on veuille pouvoir les proroger par un nouveau projet de loi de finances l'année prochaine, on le comprend, mais c'est impensable que ce puisse être fait de manière automatique dans un projet de loi spécial, c'est parce qu'on ne peut pas revenir à ce moment-là sur la volonté du législateur. Et ça n'a rien à voir avec l'impôt sur le revenu, où il est question de faire en sorte qu'il puisse être prélevé dans les mêmes conditions que celui de l'année dernière. Et les mêmes conditions, il semble évident qu'il s'agisse du même périmètre, et que donc si on les prélève dans les mêmes conditions que l'année dernière, il serait invraisemblable que des personnes qui ne devaient pas payer l'impôt l'année dernière se mettent à le payer cette année. Qu'il puisse y avoir un débat sur l'analyse, on l'entend, mais ne dites pas que tout cela est objectivement inconstitutionnel. C'est pas vrai. Merci. J'ai encore 6 inscrits. Je ne vais pas en prendre plus. Non, Monsieur Cazenave, vous êtes inscrit, et Monsieur Lefebvre aussi. Oui, Monsieur Labaronne aussi. Madame Félicie Gérard aussi, vous êtes inscrit, vous êtes dans les 6. Je voulais juste... D'accord, ok. J'arrête là après, hein, ok, parce que sinon... Oui, Monsieur Berger, j'ai noté. Monsieur Lahaye. Oui, merci Monsieur le Président. Pour le groupe écologiste et social, dire que nous voterons pour la loi spéciale, qui est pour nous une loi technique, qui permet d'assurer l'activité des services publics, mais que pour autant on considère qu'elle ne se substitue pas au projet de loi de finances, et on considère qu'il y aura besoin d'en adopter un le plus vite possible, si besoin d'ailleurs en ayant un périmètre de ce projet de loi de finances un peu réduit, enfin restreint, et à l'engagement d'avoir une discussion ensuite ultérieure sur un PLFR. Et à cet endroit-là, nous regrettons le fait qu'on ait encore une fois un pouvoir élyséen qui procrastine et qui nous empêche en réalité de se mettre très rapidement au travail. Ce que nous aurions pu faire, oui, c'est la faute au président de la République, y compris cet été. On a vu combien de temps cette lenteur à nommer le Premier ministre avait mis en retard l'Assemblée nationale pour le travail sur le projet de loi de finances. Mais je vous invite à un peu de calme, chers collègues. Vous dire également que vous avez beaucoup agité les peurs, et puis on voit aujourd'hui un peu de tension dans cette salle qui relève encore de cette même peut-être volonté. Et c'est bien normal qu'on puisse répondre, sécuriser un certain nombre d'interrogations des Françaises et des Français sur des questions que vous avez montées en épingle, et en particulier cette question de l'impôt sur le revenu. On peut avoir une interprétation différente de la vôtre s'agissant de ce qui concerne la reproduction des impôts existants. On a parlé de périmètre. Moi, je pourrais aussi évoquer la notion de valeur, parce qu'en finance publique, la notion de valeur réelle est une notion parfaitement admise. Elle oppose les euros courants aux euros constants. Et c'est scientifique, c'est universitairement établi que pour considérer la valeur réelle, il faut l'indexer effectivement à l'inflation. Et donc c'est la raison pour laquelle nous considérons, en sus des arguments d'ores et déjà développés, qu'une interprétation juste de ce qu'est la reproduction des impôts existants exige de l'indexer à la valeur réelle, c'est-à-dire à l'inflation. Merci. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, sans esprit polémique, on peut légitimement penser que le barème de l'impôt sur le revenu sera indexé l'an prochain. Il y a un consensus ici, et il y aura des vecteurs pour le faire. Mais ma question est juridique. Si, à l'issue de cette loi, avec un amendement de ce type voté, on a une question prioritaire de constitutionnalité, de quelqu'un qui dit l'inflation retenue pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas la bonne. Moi, je pense qu'il fallait prendre l'IPCH hors tabac ou en incluant le tabac, et que le Conseil casse cette disposition. Est-ce qu'on ne prend pas un risque juridique majeur pour nos concitoyens, et à indiquer que, dans le fond, il y aurait une forme de réassurance avec cette disposition? Est-ce qu'on ne risque pas de les mettre en difficulté? Deuxième élément, vous indiquez la question du périmètre de l'impôt sur le revenu.
Mais vous le savez mieux que nous, Monsieur le Président, le périmètre de l'impôt sur le revenu, il évolue d'année en année, parce que des gens rentrent dans l'impôt, d'autres sortent dans l'impôt. Et personne ne peut croire qu'il y ait le même nombre de contribuables l'an prochain que cette année. Par conséquent, votre argument ne vaut pas. Et s'il valait, on pourrait objecter le fait, par exemple, que nous n'indexons pas les seuils d'éligibilité au taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Et le même nombre de contribuables n'aura pas lieu l'an prochain. Donc je pense qu'on prend un risque juridique majeur et que nous risquons, au lieu de ce que vous proposez consistant à rassurer les Français, à les inquiéter au contraire. Bien, je veux juste vous rassurer sur le QPC, sous le contrôle de mon administration, c'est que les QPC, ça concerne tout ce qui est lien aux droits et libertés. Voilà, la procédure en loi de finances, ce n'est pas le cas. Et donc, il peut y avoir que des jugements a priori, non pas a posteriori. Voilà. Bah, écoutez, vous discuterez avec mon administration sur cette question-là, mais en tout cas, moi, je suis ses conseils. Mais je réponds à votre argument. Et la réponse de mon administration me rassure. Il y a des questions prioritaires en matière fiscale, Monsieur le Président. Je suis navré. Hein. Mais non, mais c'est sur le fond, mais pas sur le place en loi de finances. C'est pas la même chose. Au fond, Monsieur le Président, si le taux d'inflation est contesté, que faisons-nous? Moi, je suis contribuable X contre l'État. Je dis que je voulais l'IPC incluant l'évolution des prix du tabac. Que faisons-nous, Monsieur le Président? Vous m'avez répondu, mais non, mais cette procédure, c'est pas le taux et ça sera pas. Enfin, c'est quelque chose qui ne pourra pas être jugé sur le fond. C'est pas la question des QPC. Et pour quelle raison? Bah, écoute, et pour quelle raison est-ce irrecevable? Écoutez, parce que mon administrateur me dit que c'est parce que c'est pas à droit et liberté la procédure parlementaire. Et donc à partir de là, on est en dehors du dispositif. Il y a un quart des QPC qui sont de nature fiscale. Mais sur le fond, mais c'est pas sur. Là, on n'est pas sur. Il n'y a pas de comparaison. Comment? Jean-René Cazeneuve, franchement, moi je veux bien des... Non, mais d'accord, mais je ne sais pas si vous êtes mis en spécialiste du trollage depuis quelque temps, mais c'est vraiment pas très agréable. Ouais. Non, mais allez, je sais bien ce que je dis. Hein. Monsieur Cazeneuve. Oui, j'ai noté. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'arrêter un instant sur votre argument principal. Votre argument repose sur un concept, un peu une astuce de votre part, c'est la question du périmètre. Sauf que la définition d'un impôt, c'est un taux et une base. C'est un taux et une base, ce n'est pas un périmètre. Et vous venez, avec votre amendement, de modifier la base. Or, je crois que l'avis du Conseil d'État était très, très strict là-dessus, c'est vous continuez à percevoir les impôts existants. Et donc un impôt, je le redis, c'est un taux et une base, et vous modifiez la base. Donc, vous modifiez l'impôt. Et parce que je pense que vous avez tout à fait conscience de la fragilité de votre raisonnement, vous introduisez un concept qui n'en est pas un, de périmètre, dont d'ailleurs Mathieu Lefebvre a rappelé opportunément que le périmètre ne tenait pas parce qu'il y avait des entrées-sorties. Mais vous modifiez, cet amendement modifie la base, modifie l'imposition, contrevient à l'article 45 de la LOLF et de la Constitution. Et donc on considère, et j'insiste sur ce point, vous contrevenez à ces deux textes et vous avez pris des libertés et vous créez là un précédent extrêmement dangereux par rapport à la recevabilité. Bien, je continuerai le débat avec vous, je ne suis pas d'accord avec la... Enfin, au moins, là, on parle de fond. Merci. Non, mais si, je dis au moins, là, on a un échange d'arguments. Madame Girard, pardon. Merci, Monsieur le Président. Au groupe Horizon Indépendant, nous sommes évidemment favorables à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et lorsque la motion de censure a été déposée, nous n'avons eu de cesse de dénoncer que le vote de la censure empêcherait cette indexation. Cependant, aujourd'hui, nous examinons un projet de loi spéciale. Et dans le cadre de l'examen de cette loi spéciale, le Conseil d'État a précisé mardi qu'amender un projet de loi spéciale était inconstitutionnel et que la loi spéciale ne devait comprendre d'autres mesures que celles d'urgence nécessaires au fonctionnement de l'État. Nous ne voulons pas agir de manière inconstitutionnelle. Avant de voter, nous souhaitons avoir l'avis de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, dans cette attente, nous nous abstiendrons sur tous les amendements en commission. Bien, de toute façon, vous aurez l'avis de la présidente et M. Cazeneuve, je lui répondrai par écrit précisément. Voilà. Y compris, il peut y avoir une... Vous pouvez m'interpeller d'ici la séance par rapport aux arguments que vous posez, que je prends au sérieux. Monsieur Brun.
Merci, Monsieur le Président. Ce qui est en train de se passer cet après-midi, c'est assez étrange en vérité. Le choix de la loi spéciale, nous avons eu l'occasion de le dire, ne nous semble pas particulièrement pertinent et qu'un autre choix aurait pu être possible. Je lis ici l'article 45 de la LOLF. L'article 45 de la LOLF prévoit 2 procédures. La deuxième, c'est celle que nous sommes en train d'examiner, le projet de loi spécial, mais il prévoit une première procédure qui aurait tout à fait pu être utilisée, qui prévoit l'adoption de la première partie du projet de loi de finances. Il fallait le faire avant le 11 décembre. On est le 12 aujourd'hui. Mais il aurait été beaucoup plus sage, mes chers collègues, de faire. Le gouvernement démissionnaire peut le faire également dans la note du SGG, c'est écrit. Donc le gouvernement démissionnaire peut à la fois faire la loi spéciale et cette procédure d'urgence. C'est le même article de la LOLF. Donc on aurait très bien pu faire une procédure d'urgence pour adopter la première partie du projet de loi de finances. Et on n'aurait pas eu tous les problèmes qu'on a avec le trou des 10 milliards de recettes exceptionnelles. On n'aurait pas eu le problème non plus de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Et il y a eu un choix unilatéral qui a été fait, celui du projet de loi spécial, qui est porteur de grandes difficultés. De grandes difficultés pour les fameux crédits d'impôt dont on a parlé hier, de grandes difficultés pour ces recettes exceptionnelles dont nous avons besoin, de grandes difficultés pour un certain nombre de secteurs économiques, agricoles, les cercles de jeu. Je ne suis pas joueur, mais ils vont devoir fermer au 1er janvier en raison de cette loi spéciale. Alors comment faire pour nous en sortir? Cet amendement d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu ne nous semble pas poser problème. Pourquoi? Il est évident qu'il ne se trouvera pas 60 députés ou 60 sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier de sa conformité. Ensuite, pardonnez-moi, mais une QPC ne sera probablement pas accueillie. D'abord, pour des raisons de procédure. Mon collègue Olivier Rousseau me faisait remarquer que le contribuable qui voudrait contester d'une certaine manière cette indexation par QPC devrait le faire dans des délais très restreints entre le 1er janvier et l'adoption du PLF 2025 d'ici la fin janvier ou début février. Et dans ces conditions, ces dispositions étant régularisées ex post, il y a très peu de chances qu'il le fasse. Et quand bien même il le ferait, ça a été rappelé par le chef de division de la commission des finances, les QPC concernent les droits et libertés avec la Constitution garantie, et le moyen d'annulation de cette disposition serait un moyen de procédure. Or, on ne peut pas par QPC finalement demander l'annulation par exemple d'une disposition fiscale parce qu'elle ne respecterait pas l'article 40 ou tout autre article procédural. Donc pour cette raison, il n'y a aucun risque constitutionnel à adopter cela. Et d'ailleurs, moi je ne vois même pas d'ailleurs quelles seraient les raisons d'inconstitutionnalité compte tenu de ce que dit la loi organique que j'ai relue qui ne dit aucunement qu'il ne peut être fait aucun amendement sur cette loi spéciale. Bref, pour toutes ces raisons, nous voterons la loi spéciale, les yeux ouverts et demandant au futur gouvernement, à notre commission, de trouver des solutions, pour éviter qu'elle ne s'applique. Soit en adoptant une partie du budget par ordonnance, il faut voir quelles mesures peuvent être prises pour permettre la continuité de l'État, ce que permet encore l'article 47 de la Constitution, soit effectivement la proposition du président Coquerel qui permettra, par des petites propositions de loi qui ne feront pas l'objet d'un examen par le Conseil d'État, de rapidement prévoir ces mesures de continuité dès la rentrée parlementaire en janvier. En tout cas, je crois que c'est cela qui doit nous mobiliser aujourd'hui, c'est permettre la continuité de nos services publics, la continuité économique et aussi la continuité du prélèvement de l'impôt. Merci. Monsieur Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans l'avis du Conseil d'État, il est dit que l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et la reconduction des crédits d'impôt dont la loi avait prévu l'extinction au 31 décembre 2024 ne sont pas au nombre de dispositions ayant leur place en loi spéciale. Il y a 2 aspects. 1, l'indexation. 2, la reconduction des crédits d'impôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre amendement relatif à l'indexation de l'inflation a été recevable et pourquoi un amendement relatif à un crédit d'impôt n'a pas été recevable? Ce crédit d'impôt concerne celui déposé par M. Éric Ciotti, c'est le CF 18 qui concerne le crédit d'impôt de remplacement des agriculteurs et en particulier les éleveurs, actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Donc le Conseil d'État met ensemble
l'indexation de l'inflation sur l'inflation et la reconduction des crédits d'impôt comme des dispositions qui ne peuvent pas être au nombre de celles ayant leur place en loi spéciale. Mais dans un cas, l'indexation sur l'inflation, c'est recevable. Dans l'autre cas, un crédit d'impôt, ce n'est pas recevable. Expliquez-moi pourquoi l'amendement de M. Éric Ciotti n'a pas été jugé recevable. Alors, pour une bonne raison, c'est qu'il ne se contentait pas de prolonger le crédit d'impôt, mais il en changeait les règles. Donc non, voilà, bah si, je vous donnerai la réponse très claire. Non, il le prolongeait, simplement. Non. Attendez. Donc ce que vous dites n'est pas juste. Que le prolonger. Non, pas du tout, pas du tout. Non. À la première phrase du premier alinéa, les mots entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 sont supprimés. Et voilà, et c'est remplacé par 2028. Il est allongé de 14 à 17 jours. Non, mais d'une part, il n'est pas borné, mais il est prolongé. C'est sur les 18 ? Oui. Parce que là, on peut déposer tous les crédits d'impôt d'ici la séance. Celui-là change le périmètre. Celui-là change le périmètre. Il n'a pas de recettes, mais... Il ne parle pas de celui-là ? Si, celui sur les... Oui, donc je vous confirme que vous changez le périmètre dans cet amendement. Vous ne faites pas seulement le prolongation. Je l'ai sous les yeux. Mais non, mais... Il change les règles mêmes de l'impôt tel qu'il était fixé. Alors, il y a deux choses. Un, je dis à mes collègues, s'il y a une contestation par rapport à tel ou tel jugement, et ce n'est pas en lien avec le fait que M. Ciotti ait fait l'amendement qui m'ait fait prendre cette position, il n'y a pas de problème pour me réinterpeller d'ici la séance. Je l'ai toujours fait. Mais deux, sur l'amendement qui est cité, c'est que le périmètre change et pas seulement la prolongation. Par ailleurs, je vais regarder si de ce point de vue-là, il y a, Monsieur Labaronne, vous avez évidemment une remarque écrite, faites-la moi. Évidemment, si je vous accorde raison, je changerai mon jugement d'ici la séance. Monsieur Berger, pardon. Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne vais pas vous faire de procès d'intention, Monsieur le Président. Je voudrais simplement comprendre la logique. Vous nous dites finalement la censure n'a pas de conséquences. Pourquoi vouloir apporter des correctifs à une situation qui n'a pas de conséquences? Deuxièmement, vous nous dites de toute façon, on le fait là, mais on pourrait le faire plus tard, il n'y a pas urgence. Donc pourquoi le faire maintenant? Mais est-ce que vous pouvez me donner avec certitude la date à laquelle va être voté le PLF 2025? Est-ce que vous pouvez me dire avec certitude ce que contiendra ce PLF 2025? Parce que moi, j'ai regardé ce que vous avez voté, ceux qui ont déposé les amendements là. Qui a voté pour l'indexation du barème sur l'impôt sur le revenu? Qui a voté pour l'article 2? 0 LFI, il y en a même qui ont voté contre, 0 écolo et 0 communiste. Donc comment est-ce que vous pouvez nous garantir que ça va être voté plus tard alors que vous ne l'avez déjà pas voté il y a quelques jours? Bon. Ensuite, vous nous parlez, je vais sur le fond, uniquement sur le fond. Le périmètre, ça a déjà été esquissé tout à l'heure. Mais le périmètre, qu'est-ce que c'est pour vous le périmètre? C'est une liste de contribuables? C'est un nombre de contribuables? Est-ce que finalement, voter l'impôt dans les mêmes conditions, si je suis votre raisonnement, ça ne serait pas plutôt maintenir le même produit? Est-ce que ça serait maintenir les mêmes exceptions, les mêmes niches? Qu'est-ce que c'est voter dans les mêmes conditions? Tout ça montre une seule chose, c'est que nous devrions faire comme pour la Constitution, toucher à cette loi spéciale uniquement avec une main tremblante. Bien. Alors, je ne sais pas s'il faut toucher avec cette loi spéciale comme la Constitution avec cette main tremblante. Bon, c'est un peu une interprétation. Pour vous répondre sur le fond, puisque vous m'avez dit que vous m'avez interpellé sur le fond et non pas sur la recevabilité elle-même, d'accord? Vous avez entendu comme moi les ministres hier. Alors, je vais vous dire un peu le cheminement de ma pensée par rapport à ça. Moi, je suis de ceux, sur tous les médias,
et ici en séance, qui a expliqué que quand on nous disait, et on le disait, y compris le ministre des Finances a été rappelé tout à l'heure, qu'avec la censure, on mettait en réalité, et la loi spéciale, on mettait en danger en réalité plus de 300 000 contribuables. Ça a été dit et redit. J'ai toujours expliqué que ce n'était pas le cas parce qu'on allait voter. La loi spéciale avait une vocation, c'est de faire une transition vers un projet de loi de finances et en aucun cas être pérennisé pour l'année 2025. Là, pour le coup, c'est écrit dans le texte et sa fonction, c'est une transition. J'ai toujours pensé, écrit, qu'à partir de là, on avait tort de faire peur aux gens. En même temps, on pointait une question. Je me suis dit, tiens, il y a une loi spéciale qui va être utilisée pour la deuxième fois seulement. La première fois, ça a été dit, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de savoir ce qui constitutionnellement était possible. Et par rapport à un cas précis, il me semble effectivement intéressant d'ouvrir ou pas, selon la décision du Conseil constitutionnel, ou la décision de quelqu'un qui pourrait prendre une décision différente de moi, en l'occurrence la présidente de l'Assemblée, une jurisprudence qui, moi, me semble intéressante, et c'est ce qui explique ma fonction. Alors hier, il y a eu si vous vous souvenez, les ministres qui ont apporté une réponse en temporalité, en gros sur le trimestre. Bon. Et effectivement, je ne sais pas, je ne crois pas que ça soit le cas de cette loi-là, on verra bien, mais ça c'est les débats politiques, mais on peut se retrouver un jour avec cette situation. Et il me semble que dans ces cas-là, il sera intéressant de pouvoir considérer que l'impôt existant, de façon à ce que nos concitoyens touchés soient exactement les mêmes qu'en 2024 et qu'on n'ait pas tout d'un coup des concitoyens qui ne payaient pas l'impôt, qui se retrouvent à payer l'impôt, qui est pour moi et de facto un impôt qui n'est plus tout à fait l'impôt existant, je le maintiens, parce qu'il touche des contribuables de manière différente. Je trouvais intéressant de clarifier une fois pour toutes cette décision. Donc voilà, je vous donne ma réponse sur cette question et le cheminement de ma pensée. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est exactement ce qui m'a conduit. Et une main tremblante sur la Constitution, vous admettrez avec moi que quand il y a eu aussi peu d'usage en réalité de la Constitution par rapport à une loi spéciale, on peut à un moment donné penser que la jurisprudence, c'est les parlementaires aussi qui peuvent, dès lors qu'il y a une interprétation possible, et j'estime qu'il y a une interprétation possible, et je ne nie pas, c'est pour ça que j'ai répondu comme ça à M. Cazenave tout à l'heure sur le retour que je ferai, je ne nie pas qu'elle puisse être perfectible, elle puisse même peut-être être fausse. J'admets que c'est une interprétation, je la pense juste, mais j'admets que c'est une interprétation. J'estime qu'à partir de là, l'enjeu, en gros, en vaut la chandelle. Si je suis démenti par la présidente de l'Assemblée parce qu'un de vous fait un recours ou par le Conseil constitutionnel, je vous assure que, quelque part, au moins, on aura clarifié les choses et ça ne me posera pas de problème majeur. Donc, voilà la réponse que je voulais vous faire. Monsieur Renaud. Oui, il y a un certain nombre de collègues qui affirment que les amendements sont anticonstitutionnels. Ben non, on ne peut pas dire ça parce qu'il n'y a pas de jurisprudence constitutionnelle, par définition. Donc on peut entendre les arguments d'un côté ou de l'autre. Nous, on considère qu'il y a une continuité dans le périmètre fiscal. Et par ailleurs, qu'il y a l'indexation de l'impôt sur le revenu a été la norme dans plus de 90% du temps sous la Ve République. Mais j'ai envie de dire cette question doit être réglée devant le Conseil constitutionnel. Donc à la limite, ici, on n'est pas devant le Conseil constitutionnel. Donc si vous avez un problème avec ça, saisissez le Conseil constitutionnel et on sera fixé. Donc en attendant, vous dites la décision du président de la Commission des finances est scandaleuse. Mais il y a une continuité de décision entre celle-ci et celle qui a eu lieu en 1979 où des amendements équivalents avaient été faits. Donc le président de la Commission des finances à l'époque avait considéré que c'était recevable, la présidence de la séance aussi, donc il y a une continuité de décision. Après, ça peut se régler devant le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, bon, on va pas se cacher, politiquement, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Ce qui vous embête, c'est de ne pas avoir un levier pour le prochain budget. C'est-à-dire que vous pourrez dire dans le prochain PLF en janvier 2025, bah, si vous ne votez pas ce PLF, il n'y aura pas d'indexation sur le revenu. C'est ça qui politiquement vous embête. Et politiquement, ça peut se comprendre, mais c'est comme ça. Par ailleurs, ce qui est choquant dans l'histoire, ça n'est pas de dire cet amendement est recevable à ce stade, c'est plutôt que vous ayez dit à longueur de plateau, il y a 18 millions de contribuables qui verront leur impôt augmenter. Et ben non, parce que vous reconnaissez dans le même temps que dans tous les cas, avant le 1er avril, la situation sera sécurisée. Donc on ne peut pas avoir dit une chose et dire l'inverse après. Enfin, dernière chose, sur les agriculteurs et autres dispositions, je pense par exemple à la prolongation de l'expérimentation des clubs de jeu. Voilà, qui pourrait être, là c'est un sujet pour le 1er janvier. A été évoquée l'idée d'un projet de loi qui pourrait passer d'ici la fin de l'année. Bah, c'est une bonne idée. Ou d'ailleurs une proposition de loi transpartisane
Si chacun est constructif et d'accord sur le fond, c'est un véhicule également possible, évidemment à la condition qu'un gouvernement soit nommé, mais ça va probablement être bientôt le cas. Bien, dernier intervenant, je vous donnerai la parole à monsieur le rapporteur général, puis on passera à l'examen. Monsieur Ballalan, et après j'arrête. Merci Monsieur le Président. J'avoue que je trouve nos débats assez lunaires et inutiles, puisque si on reprend simplement la question de la méthode, et la méthode qui est fixée par la LOLF, qui est fixée par la Constitution, c'est tout simplement ce texte, comme le disait le rapporteur du Conseil, devant le Conseil constitutionnel et que monsieur le rapporteur général a cité. Le projet de loi spéciale fait la soudure avec les futurs PLF et PLFSS. Donc soyons simples et précis et sécurisons notre démarche. Nous avons un cadre juridique qui nous permet de prélever l'impôt et de faire les continuités des politiques publiques jusqu'à l'adoption d'un prochain PLF. Moi, je vois un risque qui pourrait être un risque juridique fort. Alors, la question des QPC, c'est vrai qu'elle n'est pas si, elle est plus ou moins, elle n'est pas si évidente parce que en matière fiscale, la jurisprudence est assez précise et assez particulière. Mais on se prive d'une part de pouvoir faire un texte qui sera un texte fait dans un débat, le débat habituel d'un projet de loi de finances. Et c'est ça que dit la loi spéciale, enfin la LOLF. Elle permet aux parlementaires que nous sommes de faire la soudure, je le redis, entre les textes de cette année et les textes de l'année prochaine d'un projet de loi de finances initial. Donc pourquoi avons-nous ces débats qui nous font perdre du temps, qui peuvent permettre de mettre le doute dans les volontés des uns et des autres, alors que tout le monde a l'air d'être sur un consensus général de penser qu'il faut et d'être sûr qu'il faut revoir ce barème pour l'année prochaine. Donc c'est assez abscon comme débat et je trouve qu'on perd du temps et je ne comprends même pas, et là je m'adresse à vous Monsieur le Président, je ne comprends même pas pourquoi politiquement vous faites ça. À quoi ça vous qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire des mesures dilatoires alors qu'on peut régler calmement dans la méthode tranquillement ces sujets au moment d'un PLF, à partir du moment où on aura de nouveau un gouvernement et à partir du moment où nous pourrons nous mettre autour de la table pour travailler sereinement et sérieusement. Bien, Monsieur Ballalan, je vais vous répondre parce que peut-être tout simplement faut-il l'admettre, parce que je trouve ça juste, nécessaire et utile. Voilà. Et non pas avec des considérations je ne sais où. J'ai cru comprendre que certains en avaient chez vous qui pensaient que je faisais ça pour amoindrir l'effet de la motion de censure. Je le dis très clairement, ce n'est pas le cas. J'assume tout à fait la motion de censure, et y compris j'endosse le discours, je le répète encore une fois, et je suis ravi qu'à peu près tous les membres de la majorité le disent aujourd'hui, enfin la majorité, les membres du bloc central le disent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de risque en réalité pour la suite. Donc, alors, il n'y a pas de risque. Deuxièmement, je réponds à votre question. Si débat, vous dites, je suis un peu étonné qu'il y ait débat. C'est pas de ma faute si le fait que je fasse cette proposition suscite autant de débats. C'était pas forcément le souhait qu'on passe une heure de débat. C'est un peu l'effet inverse. Et troisièmement, je le répète, et également parce que la question a été posée au ministre hier démissionnaire, s'il y a une décision du Conseil constitutionnel, et encore une fois, je ne ferai le reproche à personne ici de faire un recours. Mais non, ça sera une perte de temps parce que ça n'empêchera pas la loi spéciale de se mettre en application, d'être appliquée, et ça n'empêchera pas le Conseil constitutionnel, s'il estime que c'est cet aspect qui n'est pas conforme, de uniquement faire en sorte que cet aspect soit censuré et non pas tout le reste de la loi. Donc ça n'aura pas d'incidence. Et vous avez répondu très bien pour la question des QPC. Donc je me dis que si on avait été entre des gens qui étaient opposés à la loi spéciale ou pas, à ce moment-là, le débat, à mon avis, aurait duré encore un peu plus longtemps. Mais paradoxalement, on est en train de débattre fortement d'un aspect et de manière très, j'allais dire pour certains, très vigoureuse, alors que nous sommes tous d'accord pour le fait qu'il ne faut pas s'opposer à cette loi, ce qui est effectivement paradoxal. Monsieur le rapporteur général, je vous laisse la parole et puis après on passe à l'examen. Petite précision quand même pour la séance, Monsieur le Président, si c'est possible. Oui. Est-ce que vous avez dit que
tous les crédits d'impôt, quand ils ne Oui, changent alors, que la date, et sont recevables. Je réexaminerai Mais il faudrait qu'on le les sache. amendements. Écoutez, non, mais je veux dire, il faut que vous le disiez, quoi. À ce stade, sur la même logique, c'est-à-dire sur la même logique. Non, mais j'ai compris. Attendez, excusez-moi. Je vais vous dire clairement les choses. J'ai compris que derrière cet aspect, il y a un travail de déstabilisation de tous ceux qui ont voté la motion. Mais si, c'est ce que vous êtes en train de faire, vu le côté. C'est ce que vous êtes en train de faire, y compris pour certains, dans la manière de le dire et de faire des insinuations que je trouve, pour le coup, très blessantes politiquement. Je réponds, Daniela Baronne, pour être clair. Je l'ai dit, je n'ai accepté des amendements qu'à partir du moment où il était noté que c'était jusqu'au vote de la loi de finances, premièrement. C'est ça qui m'a incité ou pas à les déclarer recevables. À partir du moment où ce n'était pas précisé, justement, il y avait du coup une ambiguïté et un flou, c'était aussi pour répondre à M. Valalan. Ces amendements ont été déclarés irrecevables. Jusqu'à preuve du contraire, avec mon administration, pour l'instant, sur les crédits d'impôt, il n'y avait pas seulement de prolongation jusqu'au vote de la loi de finances, mais certains impliquaient soit qui n'étaient pas notés jusqu'au vote de la loi de finances, soit des paramètres différents. Je vais donc réexaminer. Il changeait les règles existantes. D'accord. Donc je vais regarder si j'ai noté, et notamment peut-être que c'est les auteurs de l'amendement de le faire. Vous avez cité M. Ciotti. Vous parlez peut-être s'il y a d'ici la séance un réexamen nécessaire en fonction de ce que je viens de dire, je réexaminerai ces amendements. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Maintenant, Monsieur le rapporteur général, on passe à l'examen des... Je vous ai écoutés tous. Tout le monde est d'accord sur la loi spéciale. En conférence des présidents, les 11 groupes étaient d'accord. C'est quand même du bon sens. Deuxièmement, tout le monde est d'accord sur l'indexation. C'est-à-dire reprendre l'indexation qui avait figuré dans le projet de loi de finances. Bon. Et pourquoi je maintiens ma position qu'il ne faut pas voter dans le cadre de cette loi spéciale un amendement d'actualisation. Non pas que j'y sois hostile, j'y suis tout à fait favorable, mais parce que c'est anticonstitutionnel. Le concept qu'a développé notre président de l'idée d'un périmètre constant n'est pas défendable, pour deux raisons. La première, c'est que chaque individu évolue à la hausse, à la baisse, donc ce n'est pas du tout les mêmes. Donc ce concept est vide. Et pour une deuxième raison, qui est plus subtile, qui concerne les crédits d'impôt et les réductions d'impôt. Parce que nous avons une partie de ces réductions ou crédits d'impôt qui sont bornées dans le temps au 31 décembre 2024. Et donc, on va se retrouver dans une situation qui est comment on applique cela. On ne peut pas les appliquer rétroactivement puisqu'ils ont disparu au 31 décembre. Bon. Et donc, la sagesse, c'est soit on attend la prochaine loi de finances qui réglera tout ça, puisque on verse des acomptes, beaucoup de gens sont mensualisés, et donc on ajustera ça quand le projet de loi de finances sera voté, ou s'il y a des dispositions extrêmement urgentes, et il y en a quelques-unes, on peut toujours faire un DDoF, un diverses dispositions d'ordre financier. Et tout le monde se mettant d'accord, mais c'est plutôt au gouvernement de prendre l'initiative, hein, et que très vite, on peut voter ça en une semaine, hein, aller-retour, voilà, parce qu'il y a les problèmes des cercles des jeux, il y en a d'autres. Parce que le problème de ces crédits d'impôt et réductions d'impôts qui expire au 31/12/2024, c'est que le temps qu'on vote la loi de finances, dans quel délai? Il y a le précédent de 62, on a réussi à voter ça fin février. Moi, je pense que c'est plutôt 3 mois plutôt que 2, mais peu importe. Mettons-nous fin mars. Le Conseil constitutionnel, une jurisprudence constante, c'est que les crédits d'impôt ne pourront pas concerner cette période du 1er janvier 2025 au, disons, fin mars 2025. Pourquoi? Parce que c'est des crédits incitatifs. On ne va pas donner un avantage fiscal à des fêtes qui sont déjà intervenues pendant ce trimestre, pour faire simple. C'est pour toutes ces raisons que moi, je vous demande, soyez raisonnables, arrêtons de nous déchirer alors qu'on est d'accord. On est tout le monde d'accord, hein, et soyons raisonnables. Soit on demande au gouvernement, qui va bien finir par être nommé, hein, de faire un DDoF pour régler quelques questions, parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y en a quelques autres, hein, où on attend la prochaine loi de finances et on réglera ça dans la prochaine loi de finances. Moi, voilà ce que je vous propose. C'est pourquoi je pense que la sagesse, mes chers collègues, c'est de ne pas voter l'indexation dans le cadre de cette loi spéciale. Ok, merci. Donc on a eu la position. Juste, Daniela Baronne, je vous donne la réponse que j'ai examinée pour le 21. Le 21, ce n'était pas jusqu'à la loi de finances, c'était jusqu'à fin 2025, la reconduction. Et donc,
pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, à partir du moment où j'estimais qu'il n'y avait pas une précision que c'était jusqu'à la prochaine loi de finances, je considérais que c'était irrecevable et je l'ai fait pour un amendement de M. Tanguy, il en est témoin, sur l'article d'indexation de l'impôt sur le revenu, et M. Ciotti aussi, pour d'autres sujets, mais c'était jusqu'à fin 2025. Voilà pourquoi je considérais qu'on n'était pas dans un crédit d'impôt prolongé jusqu'à la loi de finances. Alors, on passe à l'article 1er. Amendement 10, M. Metzdorf. Bon, je l'ai rédigé avec une main tremblante, Monsieur le Président, parce que c'est un amendement rédactionnel d'appel sur le titre. Alors, j'ai vraiment pas pris beaucoup de risques. C'était juste pour vous interpeller encore une fois, je me le permets, chers collègues, sur la situation difficile, délicate que traverse ma circonscription, la Nouvelle-Calédonie. La censure ne nous a pas arrangé, je le dis sans polémique. La censure nous met vraiment dans une position difficile puisque nous attendions avec impatience le PLF 2025 qui servirait à redresser finalement nos institutions et pas que, les entreprises et les salariés qui ont été touchés par les émeutes du 13 mai. Cette loi spéciale, malheureusement, comme vous le savez, les amendements spécifiques dédiés à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas possibles. Hier, les ministres ont ouvert des pistes dans l'exécution de cette loi, mais les sommes ne correspondent pas, bien évidemment, aux attentes des institutions et des responsables politiques sur place. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que lorsque le PLF 2025 arrivera, je compte sur un soutien massif de la part des parlementaires pour soutenir la Nouvelle-Calédonie. Je me permets juste de vous dire, Monsieur le Président, que nous avons été surpris de la gauche lorsque le PLFG est arrivé et que vous vous êtes opposé à ce PLFG avec des sommes qui nous permettaient et qui nous permettent aujourd'hui de tenir la fin d'année 2024. Donc je ne voudrais pas que dans le cadre du PLF 2025, ce vote se retrouve dans les dispositions dédiées à la Nouvelle-Calédonie parce que je crois qu'on a besoin d'union nationale sur le sujet puisque sur place, la situation est d'une délicatesse infinie, comme vous le savez déjà. Voilà, je vous remercie. Et bien évidemment, sur le fond, je retire l'amendement parce que même si ça me semblait évident de le préciser, Monsieur le Président, je ne vais pas vous faire le déshonneur de voter ça. Monsieur Metzdorf, merci d'avoir retiré parce que j'allais vous le proposer. Et pour la culture, votre culture personnelle, la loi de finances initiale n'existe pas d'un droit. Oui, puisque pour qu'elle soit initiale, il faut qu'il y ait des lois de finances rectificatives ou des lois de fin de gestion gérées. Voilà. Donc c'est un argument textuel qui m'aurait incité à vous demander de le retirer. Il n'a pas de portée d'ailleurs. Merci pour la précision. Monsieur Metzdorf, je voulais vous dire que je vous ai bien écouté hier et que la proposition que j'avais faite dans mon communiqué d'essayer de voir si on ne pouvait pas faire passer des projets de loi de finances ad hoc en urgence à partir du 13 janvier, non pas pour je ne sais quel, mais pour répondre à ce genre de demande. J'ai vu avec mon administration si ça ne pouvait pas s'étendre au cas de Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas, parce que là, il faut qu'il y ait des crédits qui soient ouverts par l'État et qui posent d'autres problèmes que les thèmes que j'ai abordés. Je veux vous dire que j'ai bien entendu la question qui était posée. Oui, ça marche. J'ajoute, mon cher collègue, que nous avons voté 1,1 milliard, je crois, à la quasi-unanimité sur la loi de fin de gestion, mais qui ne règle le problème que jusqu'au 31 décembre. Et donc le problème, il est 2025. Mais là, c'est pour ça que l'idée du DDoF me paraît l'une des voies possibles. Puisque je vous rappelle que dans le passé, à part, vous voyez, sous la 4e République, vous voyez, la loi de finances pour 1953 avait été votée le 7 février. Et la loi de finances pour 1955 au mois de mai. Non, mais je vous dis ça. Hein. Mais moi, je pense que raisonnablement, fin du premier trimestre, on a une chance d'y arriver. Bon, donc il est pas mis aux voix, hein, c'est ça. Non, allez-y, Monsieur Metzdorf. Non, deux précisions par rapport à la remarque du rapporteur. La première, c'est que le PLFG, justement, c'est ce que je disais dans mon intervention liminaire, n'a pas été voté à l'unanimité, alors que ça concernait en grande partie la Nouvelle-Calédonie, et je le regrette. La deuxième chose, c'est que sur le milliard qui était budgété dans le PLFG pour la Nouvelle-Calédonie, il n'y a que 230 millions qui vont vraiment à la Nouvelle-Calédonie pour les institutions et les entreprises, puisque le delta sert à financer les coûts liés aux forces de l'ordre sur place.
Et donc, ça ne va pas directement en soutien vraiment à la relance économique et à la relance des institutions dans l'économie. Donc, en fait, l'argument qui est de dire vous pouvez tenir avec votre trésorerie d'1 milliard d'euros jusqu'en mars ou avril ne tient pas parce que 230 millions d'euros, malheureusement, en un mois ou deux, ça part très vite. Voilà. Bien, on vote l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Adopté l'unanimité. On passe après l'article 1er avec une série d'amendements identiques. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, on dit rappel au règlement, parce que ça ne s'est jamais fait depuis que je suis élu. Député, je demande, au nom de l'article 44 de notre règlement intérieur, un scrutin, donc je crois que c'est un scrutin papier, sur le vote de votre amendement CF27. Je n'ai pas pris la parole avant. Je suis extrêmement choqué, moi, de l'ambiance qu'il y a dans cette commission finance, pas du tout de votre fait. Je veux dire, s'il y en a bien un ici... Non, mais je vais parler et je ne vais pas me taire. S'il y en a un ici qui pourrait être mauvais joueur, passer son temps à vous empêcher d'exercer votre présidence, c'est moi, parce que je pourrais estimer que je pourrais être président de la commission des finances. Je ne l'ai jamais fait, parce que moi, je respecte les personnes, je respecte les scrutins, je respecte la démocratie. Éric Coquerel, il a été élu. Il a été élu et il a été réélu. Je n'ai jamais vu dans une autre commission, parce que je vais souvent en touriste dans les autres commissions, je n'ai jamais vu les macronistes, remettre en cause un président de commission comme je l'ai vu ici. Et en particulier, depuis que vous êtes ultra minoritaire. Donc ça interroge quand même sur le fait que les institutions, en fait, ne vous conviennent que quand vous les possédez directement ou indirectement à travers des pantins. Bien. Alors, pour tout vous dire, j'ai reçu la demande de M. Tanguy d'une demande de scrutin public sur l'amendement CF27. En application de l'article du 2 de l'article 44, j'ai vérifié, il y a bien 7 députés présents. Et M. Tanguy a une délégation d'un député malade, donc ça fait 8 députés. On est bien sur les 10%. Je vais être aussi honnête, j'avais essayé de dissuader M. Tanguy de faire cette proposition parce que je ne souhaite pas qu'on ouvre les boîtes de Pandore de vote public et que, en l'occurrence, je n'ai pas posé les... Je m'explique, ça va, j'ai le droit de donner ma position, mon avis. Et que donc, en l'occurrence, j'ai pas envie qu'on ouvre cette boîte de Pandore dans la commission parce que c'est pas la question. M. Tanguy a maintenu sa demande et donc, à partir de là, elle est de droit. Donc, on procédera à un appel nominal pour un vote qui doit être fait par oral, chaque député indiquant le sens de son vote à haute voix lors de l'appel de son nom. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer, chers collègues, que la longue discussion qu'on a eue tout à l'heure vaut les... Ouais. D'accord, ok. Ok, l'avis du rapporteur. Eh bien, je l'ai longuement expliqué. Je suis favorable sur le fond, mais pas dans ce texte. Voilà, c'est simple. Soit dans un DDOF, soit dans la prochaine loi de finances. On espère qu'à la fin du premier trimestre, elle soit votée. Mais je maintiens qu'on a un problème si on votait cela qui s'aggraverait, ne serait-ce que sur les crédits réduction d'impôts. Voilà. Et franchement, on ne peut pas toujours être d'accord avec le Conseil d'État, puisque ce n'est pas lui qui juge la constitutionnalité des textes, mais le Conseil constitutionnel. Mais moi, je vous mets en garde. Et je pense que faites attention, parce qu'il n'y a pas que des groupes parlementaires qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Il y a aussi les ministres, le Premier ministre peut saisir, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable, alors qu'on est fondamentalement tous d'accord. Alors, on a suffisamment de thèmes de division pour ne pas se diviser alors qu'on est d'accord. Alors du coup, donc avis défavorable. Ok, je vais répondre juste sur un point quand même. C'est qu'on a pris l'habitude depuis quelque temps de dire qu'on ne pouvait pas examiner un texte dont l'interprétation sur la constitutionnalité ou pas change parce qu'on prendrait un risque. Il n'y a pas de risque, excusez-moi, puisque là, ça a été dit et redit, tout le texte ne peut... Non, monsieur le rapporteur général, tout le texte... Non, mais vous dites, je vous préviens, il y a un risque. Le seul risque, ça serait que le Conseil constitutionnel fasse en sorte que ce dispositif soit invalidé. C'est le seul risque qui est couru. Donc il n'y a pas un risque, et qu'après, c'est au Conseil constitutionnel de gérer, et pas à nous forcément de toujours anticiper ce qu'on pense du Conseil constitutionnel pour faire en sorte qu'on puisse voter un texte ou pas. Je le dis, pas seulement sur cette proposition, mais c'est déjà arrivé dans les débats
que sur des choses interprétables, les choses soient dites ainsi. Le Conseil constitutionnel sert à ça. Alors, ça pose problème quand tout le texte peut être invalidé, ça je l'admets très bien, mais là, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de risque. Au pire, quelqu'un saisira, ils auront un jugement différent, et puis on évitera ce genre de débat pour les années à venir. Mais Monsieur le Président, je n'ai jamais dit cela. J'ai dit cet article additionnel sera annulé. Oui, voilà. Donc, vous avez dit un risque. C'est pas un risque dramatique. Ah ben, c'est un risque constitutionnel que cet article... J'ai jamais dit que la loi serait annulée. La loi spéciale serait annulée. J'ai jamais dit ça. Merci, Monsieur le Président. C'est des questions de fond sur l'article. Je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit à l'identique de ce qui a été présenté en loi de finances, notamment est-ce que vous reconduisez l'inflation qui a été retenue. Je voudrais savoir également si les modalités de prélèvement à la source retenues sont exactement les mêmes. Ce que vous faites s'agissant de la décote de l'impôt sur le revenu. Et je voudrais m'assurer que vous revalorisez bien également les seuils qui ouvrent droit au quotient familial. Alors c'est un copier-coller total, et il est précisé que c'est jusqu'à la loi de finances. C'est un copier-coller du dispositif. Bon, là, on n'est plus sur le même genre de discussion, monsieur le rapporteur. Oui, moi, si par cas cet amendement était adopté, admettons que l'indexation soit faite et que postérieurement, parce qu'on a vu quand même des revirements et des interprétations, on l'a vu avec la taxe des 3% sur les sociétés, on considère que ce dispositif n'est pas conforme. Ça veut dire quoi? On va demander aux Français qui n'ont pas payé les impôts de les payer, on va leur demander comment ça va se passer concrètement. Moi, je trouve qu'on crée une insécurité juridique sur l'application. Ensuite, si la loi qu'on va adopter est contraire à l'indexation qu'on a adoptée, franchement, moi, je trouve qu'on crée le trouble. On se fait plaisir. Moi, je reprends les dispositions, l'article de la LOLF, l'article 45, qui dit bien qu'il s'agit des impôts votés. C'est l'autorisation de perception, pas autre chose. J'insiste bien. Donc, franchement, là, on est en train de créer une insécurité juridique qui est malsaine. Postérieurement, c'est la loi de finances qui sera adoptée, qui fera. Eh ben, ça sera le contraire. Puis voilà, et donc c'est tout. Puisque de toute façon, on est tous d'accord pour dire que c'est à partir d'avril. Donc, si c'est le contraire, ça sera le contraire. C'est pas tout à fait un copier-coller, si vous me le permettez, puisque vous indiquez que le barème s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier et que c'est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine loi de finances. C'est, me semble-t-il, de nature à créer un petit peu d'incertitude juridique, parce qu'on aurait un nouveau barème susceptible d'être mis en cause par une loi de finances. Et donc je ne vois pas bien le niveau de confiance de nos contribuables dans une loi que peut défaire une autre loi et que doit défaire une autre loi. Autrement dit, il y aura une nouvelle loi de finances, si tant est qu'elle soit adoptée par cette Assemblée. Que faisons-nous? Est-ce que la prochaine loi de finances doit prévoir un nouveau barème de l'impôt sur le revenu, quitte à écraser celui-ci, ou bien est-ce qu'elle reprend celui-ci? C'est une vraie question juridique. Mais la question, c'est qu'elle le confirmera ou pas. Et c'est ça qui s'appliquera. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai tenu à préciser que j'ai déclaré irrecevable ceux qui ne précisaient pas que c'est jusqu'à la prochaine loi de finances. Voilà. Quel en est l'intérêt dans ce cas, Monsieur le Président? Mais l'intérêt, c'est que on travaille sur. Ça a été dit, on travaille. On espère tous que la loi de finances sera adoptée de manière courte. Vous remarquerez que dans le texte de loi spéciale, il n'est. Vous venez de le dire, et on n'en sait rien. Mais c'est, d'après ce que j'ai entendu des uns et des autres, c'est la manière dont vous vous configurez en estimant du coup qu'il n'y a pas de risque parce qu'on va vite l'adopter. Et donc, il n'y a pas besoin de cet amendement. C'est ce que j'ai entendu dans la voix de plusieurs. S'il y a un risque, ou s'il y a un risque par rapport aux prochaines lois spéciales, une fois qu'on aura fait jurisprudence, eh bien, au moins, on aura l'assurance que l'impôt qui, pendant les mois qui sera prélevé, jusqu'au projet de loi de finances, correspondra à l'impôt existant. Voilà. Bon, écoutez, vous n'êtes pas d'accord. Donc après, j'ai compris le débat. Je vous dis simplement que la loi de finances pourra infirmer ou confirmer ça. Je ne peux pas mieux dire, c'est le législateur qui le décidera. Bon, là non, Jean-René Cazenave, on est dans une défense d'amendement, donc je ne vais pas faire plus d'un par groupe. Et j'ai fait un pour le modem. Non, si le modem... Il y a Madame Sass, il y a Madame Louvagie. Non. Madame Louvagie. Madame Sass, non, c'est bon. Madame Sass. Oui, un mot au nom du groupe écologiste et social pour dire que je ne comprends vraiment pas la polémique qui est animée en ce moment par le groupe EPR et depuis maintenant 1h30. Ça fait 1h30 que vous polémiquez sur un amendement qui, au mieux, est inutile et pourrait au contraire...
au pire est inutile et au mieux va sécuriser nos concitoyens et va dégonfler des polémiques que vous avez voulu faire monter pendant la période de la motion de censure. Maintenant, si on vote cet amendement, cela va permettre au contraire de rassurer tous nos concitoyens sur le fait que l'ensemble des forces politiques souhaitent de toute façon indexer le barème de l'impôt sur le revenu. Donc votons cet amendement et cessez de polémiquer inutilement et de faire traîner les débats. Je trouve que c'est vraiment pas responsable vis-à-vis des citoyens qui nous écoutent. Alors, attendez, parce que là, du coup, qui veut... Madame Louwagie. Madame Louwagie, il n'y a pas de souci. Oui, merci Monsieur le Président. Donc vous redire que nous sommes favorables à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, mais qu'il nous paraît, je dirais, irresponsable de l'intégrer ici dans la loi spéciale au regard du risque constitutionnel et de l'insécurité juridique. Voilà, et je crois que c'est un élément important. Le rapporteur général l'a très bien indiqué. Je voudrais juste également répondre à une observation que vous avez faite il y a quelques instants, Monsieur le Président, en indiquant qu'entre la conférence des présidents et aujourd'hui, il y avait un changement concernant certains groupes. Je crois que vous l'avez souligné à 2 reprises. Je voudrais dire qu'il y a un élément très important qui est intervenu entre la conférence des présidents et ce jour, c'est l'avis du Conseil d'État. C'est l'avis du Conseil d'État qui est très clair. Et quand, Madame Sass, vous nous indiquez faire une polémique sur un amendement, mais c'est vous qui faites une polémique aujourd'hui sur un avis du Conseil d'État. Parce que finalement, c'est vous qui créez le trouble et qui créez, je dirais, une insécurité juridique, alors que le Conseil d'État s'est parfaitement positionné. Je voudrais juste ajouter que du côté des écologistes, également, vous n'avez pas voté en faveur de l'article 2 du PLF en séance, donc vous n'aviez pas voté l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Voilà, alors c'est quand même assez cocasse. Pas de problème, juste, vous avez raison, il y a eu le Conseil d'État. Je veux bien entendre que ça produise une différence. Par contre, ce que ça ne produit pas comme différence, c'est qu'à la conférence des présidents, aucun président de groupe, sauf le MoDem qui a émis des réserves, s'est exprimé sur l'idée que cet amendement, ou en tout cas cette mesure mise, serait en réalité faite pour quelque part excuser la motion de censure. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je l'entends depuis tout à l'heure. C'est cet argument-là qui a évolué parce que ça, il n'y était pas présent. Si. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Je n'ai pas dit tout le monde. J'ai dit que plusieurs d'entre vous l'ont évoqué. Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy. Non, je ne fais pas plus d'un par groupe, là. Monsieur le Président, moi je me suis exprimé hier sur le fait qu'on soutienne évidemment cet amendement. D'ailleurs, moi j'en profite. Vous avez déclaré irrecevable mon amendement. J'ai compris l'argument. C'est pas pour ça que je me roule par terre, que je crée au scandale, que je dis que vous volez mes droits, que je suis spolié, que c'est scandaleux. Voilà. Donc il y a 2 attitudes. Il y a des gens qui respectent la Commission et le Parlement. Il y en a qui veulent avoir toujours raison, même quand ils ont tort, même quand les Français leur ont donné tort. Bon, le Conseil d'État, arrêtez de jouer. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, même votre vision du Conseil d'État, finalement, ça prouve que vous êtes de mauvaise foi. Oui, je continuerai. De mauvaise foi. C'est parce que, en fait, il y a une double nature. Et le Conseil d'État donne un avis et un support juridique et légistique du gouvernement. C'est ce qu'il a fait hier. Et c'est une juridiction quand il rend une décision de juridiction. C'est pas une décision de juridiction hier. C'est un avis. Mais dans le débat public, vous jouez sur cette double nature. Et vous faites croire, comme je l'ai encore subi ce matin, sur un média qui vous est souvent favorable, qu'on contesterait une décision de justice. Enfin, on contesterait une décision de justice. Non, on donne un avis à un autre avis. Et si ça vous dérange de vous soumettre à des gens non élus, eh bien moi, je me soumettrai jamais de ma modeste vie à une autorité non élue. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres groupes? Non, allez, on passe au vote. Donc on va faire le vote nominal. Et chacun indique le son. C'est bon. C'est pas par papier. Chacun dit pourquoi il vote. Allez. C'est bon? Non, c'est pas par papier, c'est un appel qui est fait par les... Alors, Franck Alizio. David Amiel. Rodrigo Arenas. Erwan Balanan. Jean-Pierre Bataille. Jean-Didier Berger. Carlos Martins Bilongo. Anthony Boulogne. Michael Boulou. Philippe Brun. Élie Califère.
Michel Castellani, Eddy Casterman, Gabriel Catala, Thomas Cazenave, Jean-René Cazeneuve, Éric Ciotti, Éric Coquerel, pour, Charles de Courson, Eh bien, je serais peut-être le seul, mais contre. Marie-Christine Dalloz, Sébastien Delogu, Jocelyn de Signy, Benjamin Dirks, Emmanuel Foucard, Félicie Gérard, Christian Girard, José González, Perrine Goulet. Abstention. Emmanuel Grégoire. David Guiraud. Pierre Henriet. François Jolivet. Philippe Juvin. Daniel Labaronne. Tristan Lahaye. Constance Le Grip. Oui. Aurélien Lecoq. Mathieu Lefebvre. Corentin Le Fur. Jérôme Le Gavre. Philippe Lothiau. Véronique Louvagie. Emmanuel Mandon. Claire Marébeuil. Denis Masseglia. Jean-Paul Mattei. Damien Maudet. Emmanuel Morel. Emmanuel Morel. Abstention. Kevin Mauvieux. Yaël Ménaché. Sophie Mette. Nicolas Metzdorf. Jacques Auberti. Julie Ozen. Christine Pires-Beaune. Christophe Plassard. Nicolas Ray. Mathias Renaud. Charles Rodwell. Aurélien Rousseau. Alexandre Sabatou. Émeric Salmon. Nicolas Sansu. Isabelle Santiago. Eva Sass. Daniel Simonet. Charles Siesenstuhl. Sophie Taillé-Polian. Jean-Philippe Tanguy. Emmanuel Djibaou. Géraud Verny et Éric Woerth. Alors 25 pour, 19 abstentions, 2 contre. Il est adopté. On passe à l'amendement suivant. Attends, j'ai 31. 31, c'est Philippe Brun. Défendu. Monsieur le rapporteur. Je trouve plus là. J'avais plus le dérouleur. Tu peux me passer ton 31 Tiens. Ah oui, ça se passe. Je sais pas. C'est bon? C'est le 31, oui. Oui, mes chers collègues, la fixation du montant PSR-UE a fait l'objet d'un grand débat lorsqu'on a discuté du projet de loi de finances pour 2025. Mais selon l'analyse du Conseil d'État, l'autorisation de percevoir les ressources, qui est l'objet de l'article 1er, emporte reconduction des prélèvements sur recettes. Si jamais le Conseil d'État se trompait d'ailleurs sur ce point, le PSR-UE n'en trouverait pas moins son fondement dans les engagements internationaux de la France et nous serions nous dérober à notre obligation au motif que la loi spéciale n'y fait pas référence. En effet, le PSR-UE se trouve versé
sur le fondement de la loi du 8 février 2021, autorisant l'approbation de la décision du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne. En 2025, le montant, comme vous le relevez, mon cher collègue, le PSR-UE serait de 23,1 milliards, en conséquence de l'accord trouvé entre le Conseil et le Parlement européen le 16 novembre 2024 lors du comité de conciliation. Ce montant a été formellement adopté par le Conseil le 25 novembre et par le Parlement européen le 27 novembre. Bon, donc cet amendement... Oui, je suis défavorable, et donc il est satisfait. Si vous pouviez le retirer. Si vous pouviez le retirer. Retiré. Bon, très bien. Voilà. On passe à l'article 2, amendement 32, Charles de Courson. Non, alors c'est un sujet sérieux, puisque la loi organique, je vous le rappelle, l'article 2 du projet de loi donc, a pour objet d'accorder au ministre chargé des Finances l'autorisation de procéder à des emprunts. Le texte dit à long terme, moyen et court terme, libellés en euros ou autres devises pour couvrir, etc. Mais le dispositif proposé est plus réduit que celui figurant à l'article 41 du projet de loi de finances pour 2025, qui a été déposé donc le 10 octobre 2024. Il ne comporte notamment aucun plafonnement, ni de la variation nette de la dette négociable d'une durée supérieure à 1 an, ni l'encours total de dette autorisée pour chacun des budgets annexes. Lors de son audition, le gouvernement a effectivement indiqué qu'il estime que de telles dispositions fixant un cadre économique et budgétaire pour l'année ne sauraient figurer que dans la loi de finances de l'année. Mais une autorisation qui, donnée par une loi qui ne comporte que les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, ne serait pas plafonnée, permettant ainsi un recours à l'emprunt d'une ampleur susceptible d'excéder la finalité de la loi spéciale. Ça paraît pour le moins paradoxal. En d'autres termes, il me semble que nous sommes obligés par la loi organique de fixer un plafond. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, pour remédier à cette lacune du projet de loi spécial, c'est d'assortir l'autorisation d'emprunter des plafonds manquants fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2024. Voilà, pour être cohérent avec le maintien de l'article 1er sur la base 2024. Voilà. Mais parce que si on vote le texte en l'état, le gouvernement du moment, tant qu'il n'y a pas de loi de finances, pourrait endetter le pays sans plafond. Ça, on risque une annulation alors pour compétence négative, c'est-à-dire qu'on n'a pas appliqué la loi organique de fixer un plafond. Voilà ce que je vous propose par précaution. De toute façon, si ça dure 2 ou 3 mois, le plafond 2024 est amplement suffisant. Voilà ce que je vous propose, par coordination avec l'article 1er. Monsieur Cazeneuve. Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais une question pour le rapporteur général sur cet amendement, parce que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fixe un chiffre sur le plafond d'endettement à partir du moment où l'esprit même de la loi spéciale revient à ne pas fixer de chiffre, ni pour les dépenses, puisqu'il s'agit de reconduire les services votés, ni pour les recettes, puisqu'il s'agit de reconduire les impôts. Et donc, évidemment, je comprends l'esprit de l'amendement. On imagine tous qu'on ne dépassera évidemment pas ce plafond d'endettement. Mais est-ce qu'à contrario, on ne fragilise pas l'ensemble de l'édifice si on fixe un chiffre pour le plafond d'endettement et pas de chiffre sur les autres postes? On n'est pas dans une loi ordinaire de finances, un budget, où on a un tableau d'équilibre. Tout simplement, c'est pour respecter le 8e du grand 1 de l'article 34 de la LOLF, qui dispose que la première partie de la loi de finances de l'année, je cite, comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État prévue à l'article 26, mais le 9e du même grand 1 dispose, elle fixe le plafond de la variation nette appréciée en fin d'année de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à 1 an, ainsi que pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de la dette autorisée. Donc il me semble qu'on est obligé, par la LOLF, de mettre un plafond. Alors quel plafond? Moi je vous propose qu'on se cale sur le plafond 2024. Par coordination avec l'article 1er, on dit on autorise la perception des impôts dans l'état du droit 2024. Voilà, c'est tout simple. C'est une précaution, hein, moi, que je vous propose. Parce que c'est vrai que c'est étrange, parce que la loi spéciale est une loi de finances. Donc, elle est soumise à la loi organique sur ce point. Or, on n'a pas fixé de plafond. Donc, il faut qu'on fixe un plafond. Moi, je vous propose, il est amplement suffisant de mettre le plafond de 2024. Hein. Je ne suis pas fatigué. Hein. Mais pas le plafond de 2025. Voilà. Voilà l'idée.
Merci. Monsieur Berger. Il y a un micro qui doit être ouvert. Oui. Merci, monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mais est-ce qu'on finalement, on ne devrait pas plutôt indiquer une disposition qui permette d'emprunter dans la limite d'un plafond qui nous permette d'atteindre le niveau de recette globale de 2024? Parce que là, vous présupposez, par exemple, le fait que la TVA ne va pas s'effondrer en 2025. Imaginons qu'on ait un effondrement de nos autres recettes, hormis l'emprunt. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans cette situation-là? Donc, fixer le plafond à un niveau d'endettement qui, finalement, soit zéro, ça ne garantit pas d'avoir les recettes globales nécessaires pour faire fonctionner l'État de la même façon qu'en 2024. Oui, mais le plafond, il est pour la totalité dans la loi de finances, de la totalité de l'année. Mais là, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une loi de finances. Vous voyez, si je me réfère à la loi de finances pour 1925, vous en souvenez tous, hein, ça ne fait qu'un siècle, eh bien, elle a été votée au mois de juillet. Vous voyez, vous savez pas quand ça sera voté. Mais si on se cale sur le plafond de l'année précédente, pour 3-4 mois maximum, ça passe. Moi, je vous dis ça. Comment? Oui, mais on a posé la question au ministre et en disant, en l'état actuel de la fiscalité, quelles seront les recettes et en l'état actuel, quel est le montant des dépenses en services votés, comme on disait autrefois. Il n'a pas pu nous répondre. Mais en tout état de compte, pour quelques mois, ça passe. Voilà. Parce que c'est bien une loi de finances. Moi, je vous fais ça par précaution, hein, je veux dire. Voilà. Monsieur Brun. Parce que le texte de l'article 2 qu'on nous propose, hein, sortez-le-moi, il dit la chose suivante. Il dit, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances, etc., le ministre chargé est autorisé à procéder, etc., pour renforcer, ainsi qu'à toute opération de gestion de la dette ou de la trésorerie de l'État, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie. Non, mais d'accord, mais ça ne respecte pas, pour moi, la loi organique. Donc, il faut qu'on marque un plafond. Voilà, je vous dis, si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein, je veux dire, mais moi, je pense qu'il faut, soyons prudents et respectons la loi organique qui exige un plafond. Monsieur Brun. Oui, je pense qu'en l'occurrence, le mieux semble l'ennemi du bien. Parce que le risque de l'adoption de cet amendement, bon, qui se comprend d'un point de vue intellectuel, mais c'est qu'on peut imaginer une situation de blocage qui dure, nous ne la souhaitons pas, mais enfin malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et si on se retrouve dans une situation où les mois passent et on a un endettement important et on ne peut pas recourir à l'emprunt en raison de cet article, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc je crois qu'il faut éviter d'adopter cet article. Je comprends le raisonnement du rapporteur général. Il résulte néanmoins pas de la lecture de la LOLF cette obligation, en tout cas pas sur la loi spéciale. J'ai relu l'article 45. En tout cas, pour nous les socialistes, nous voterons contre cet amendement pour laisser sa chance justement, permettre à cette loi spéciale d'être efficace au cas où la situation ne se débloquerait pas. Monsieur Balano. Oui, je félicite Monsieur Brun d'être très sage sur ce point-là et de respecter parfaitement la LOLF et la Constitution. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait sur l'autre? Voilà, c'est tout. Moi, je pense que on ne va pas refaire le débat, effectivement, mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui est d'une idée politique autour de ce sujet, alors qu'il n'y a pas besoin de l'avoir. Et tout à l'heure, on a parlé de l'anticonstitutionnalité. Pourquoi parfois on prend des risques, et monsieur le rapporteur, vous l'avez déjà fait, on a déjà eu ces débats en séance, pourquoi à certains moments on prend le risque de faire des dispositifs en matière pénale, par exemple, qui risquent l'inconstitutionnalité? Tout simplement parce qu'on fait notre rôle de législateur, et c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Mais là, on est sur une procédure, c'est pas la même chose. Et je comprends pas pourquoi on joue les apprentis sorciers sur de la procédure. Donc voilà, je voulais le dire tout à l'heure, je le dis maintenant. J'avoue ne vraiment pas comprendre les débats qu'on a et le risque qu'ils portent sur la sécurité juridique de ce que on va devoir faire plus tard au moment du PLF. Ouais, enfin c'est... Non, mais ça n'a rien à voir. Depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une évocation, à moins que ça soit fait, l'irrecevabilité
il y a eu des arguments contre ou pour l'amendement proposé par Charles de Courson. Mais dans les deux cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de plafond marqué dans l'article. On pourrait estimer que dans ce cas-là, on ne peut pas en mettre un. Moi, j'estime, quand j'ai vu cet article, j'estime qu'il était recevable parce que rien n'indique dans la loi, rien ne vient contrarier le fait qu'on fixe un plafond ou pas. Donc, je veux dire, c'est pas le même. Je vois pas en quoi l'argument viendrait contredire. Je trouve que c'est un peu bizarre. On peut être d'accord ou pas avec l'amendement, c'est autre chose. Non, mais mes chers collègues, moi j'essaie de faire mon travail de rapporteur général. Je vous avertis de ce problème, c'est que cet article me paraît pas conforme à la loi organique. Or, c'est une loi de finances et donc on doit fixer un plafond. Si vous voulez un autre plafond, fixons un autre plafond. Mais on a un risque d'annulation pour compétences négatives, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas correctement appliqué la loi. Voilà, c'est ce que je crains. Avec mon amendement, on n'a aucun risque. S'il est adopté, on ne pourra pas nous objecter cela. C'est de la précaution juridique. Moi, si vous ne voulez pas le voter, moi je le retire. Hein, je veux dire... On passe au vote. Qui est pour ? Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Adopté l'unanimité. Article 3. Amendement 33, Monsieur de Courson. Alors, cet article 3 pose deux problèmes. Le premier problème, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre une telle disposition dans une loi de finances? Puisque je vous rappelle que cet article figurait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été repoussé. Ça, c'est le premier problème. Si on répond oui, quand vous regardez l'avis du Conseil d'État, le Conseil d'État hésite et dit après tout... pour continuer à assurer le fonctionnement régulier des prestations qui relèvent des différentes caisses de protection sociale, il ne donne pas un avis négatif. Ça, c'est la première question. Si vous répondez oui, on peut quand même le mettre dans un projet de loi de finances, parce que je rappelle que dans la loi organique relative au projet de loi de financement de la sécurité sociale, ces dispositions doivent obligatoirement figurer dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais là, on n'est pas dans un projet de loi spécial de financement de la sécurité sociale, parce que, hélas, dans la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, il n'est pas prévu un dispositif du type de celui qui est prévu dans la loi de finances. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est que, là encore, le gouvernement ne nous propose pas un plafond sur chacune des 4 caisses, sachant que l'essentiel, c'est la COS. Je vous rappelle que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement avait rehaussé de 45 milliards, qu'est-ce que je dis, de 45, c'est bien ça, à 65 milliards, le plafond de la COS. Pourquoi ? Parce que la COS fait des prêts aux caisses déficitaires, dont la CNRACL. Et en plus, on est en déficit. Et d'après les informations que nous a données la COS, si on reste sur le montant de 2024, c'est-à-dire 45 milliards, il ne passe pas le mois de, d'après ce que nous ont dit, avril-mai, là, ils sont en rupture de paiement. Voilà. Alors, moi, 2 observations. Je pense qu'à la limite, prenons le risque sur la première question, mais soyons conscients qu'on est limite de constitutionnalité, parce que, voilà. Et sur le deuxième, moi, ce que je vous propose, c'est de se caler sur ce qu'il y avait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, le problème, lequel? Celui qui a été voté en 2024 ou celui qui a été repoussé en 2025? Je vous ai proposé les deux. Alors, on peut hésiter entre les deux, parce que si on prend 2025 sur les plafonds, ce sont des plafonds d'un texte qui a été repoussé. Donc, du point de vue démocratique, pas évident. Si on prend 2024, sachez qu'on tiendra probablement un trimestre, 3 ou 4 mois, et qu'on peut espérer que dans ce délai, il y aura une nouvelle loi de financement de la sécurité sociale. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt, après débat, de voter le premier, c'est-à-dire qu'aller sur 2024, sur les 4 caisses. Voilà, et de mettre un plafond. Merci.
qui est une obligation, là encore, de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Je ne veux pas taquiner le rapporteur général, mais j'observe quelque chose, vous l'avez dit, de manière comme ça, je vais dire, par rapport à la loi spéciale. En théorie, la COS n'a pas sa place dans la loi spéciale. Et là, vous l'avez dit vous-même, il y a un risque, mais prenons le risque sur ce sujet. Moi, je suis aussi pour prendre le risque sur ce sujet au nom de la continuité, la nécessité de continuité. Mais n'empêche, vous le dites vous-même, il y a un risque, et puis on verra bien. J'observe que quand il s'agit de plafond de l'emprunt, là, c'est quelque chose qui peut être risqué. Et quand on parle de barème de l'impôt, c'est plus quelque chose qui peut être risqué. Vous me permettrez de dire que je trouve, et je pense qu'on n'aura pas un débat aussi long là-dessus, que c'est un jugement qui montre bien une certaine subjectivité par rapport à ce qui peut être risqué ou pas dans cette... je vais finir dans ce texte. Et pour ma part, je suis pour que, évidemment, cet article soit intégré. Monsieur Labaronne, non, Monsieur Renaud, pardon. Oui, vous avez quelque part enlevé l'argument que je voulais dire sur le fait que donc l'article 3 n'est prévu ni dans la Constitution ni dans la loi organique relative au financement de la Sécu. D'un autre côté, et ce que dit le Conseil d'État est juste, pour assurer la continuité des services publics, c'est indispensable. Donc effectivement, on peut faire preuve d'un certain pragmatisme dans les deux cas dont on a discuté au regard de l'interprétation de la Constitution. Alors par ailleurs, sur les plafonds, c'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre, donc nous on votera pour, mais sachant qu'on ne sait pas si y aura un projet de loi de financement de la Sécu et quand. C'est-à-dire que autant on parle beaucoup du PLF, mais un nouveau PLFSS, on ne sait pas. Donc effectivement, pour éviter que les caisses partent dans le décor et en attendant un éventuel PLFSS, on votera pour plutôt sur la version 2024. Enfin, même si le PLFSS et le PF ne sont pas tout à fait de la même nature, parce que le PLFSS fixe des objectifs et la seule chose vraiment nécessaire, c'est justement le plafond de l'emprunt pour le coup. Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement réagir à ce que vous aviez dit en nous disant pourquoi accepteriez-vous de prendre le risque sur l'article 3 et pas sur l'amendement relatif à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. La réponse, elle est très simple, c'est qu'on suit en matière de droit, l'avis du Conseil d'État. L'avis, oui. Et l'avis est effectivement extrêmement clair, puisqu'il dit qu'en la matière, je cite, « La question est d'assurer la continuité des paiements et remboursements des prestations sociales et que leur interruption serait de nature à porter atteinte aux principes constitutionnels de protection de la santé, etc. » Et c'est à ce motif-là qu'il est possible d'inclure la capacité d'endettement de l'ACOS dans la loi spéciale, même si effectivement ce n'était pas exactement prévu dans les textes initiaux. En ce qui concerne l'amendement du rapporteur général, on votera contre pour la même raison qu'on a voté contre le plafond précédent sur les dépenses de l'État, c'est-à-dire qu'on considère que la capacité d'endettement est garantie par le texte initial de la loi spéciale et qu'à l'inverse, mettre un plafond chiffré, alors même qu'on n'a aucun autre élément chiffré dans le texte, risquerait de fragiliser la loi spéciale, y compris de fragiliser son exécution, ce que notre collègue Philippe Brun a rappelé également sur l'article précédent. Bien, je suis content d'entendre que c'est sur l'avis du Conseil d'État qui, ça a été dit tout à l'heure, ne vaut pas décision de justice. La différence d'interprétation, c'est ça dont je parle. Hein. Non, mais si, je prends au sérieux l'argument. Je note simplement que c'est en fonction de l'avis du Conseil d'État, et non pas de trancher de différence de fond. Attendez, j'ai vu qui voulait intervenir. On vote. Alors, qui est pour l'amendement 33? Je parle de l'amendement. Hein. Qui est contre? Rejeté. Amendement 34, dernier amendement, Charles de Courson. Non, pas même vote. Attendez, oui. Ah oui, non, je croyais... Non, mais vous ne voulez pas le présenter? J'ai présenté les deux. Aucun problème. Je n'ai pas entendu. Aucun souci. Donc, on vote pour l'amendement 34. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au vote de l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. On passe au vote de la loi. Qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Ça vous allez, la convocation. Donc on a l'article 88 lundi à 15h30, mardi 16h la DGCL et mercredi 9h Monsieur Cazenave. Très bien. On peut envoyer de la convoque comme ça. Et le bureau après Monsieur Cazenave.